Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre présence nombreuse qui nous touche. J'espère ne pas vous ennuyer ou vous perdre dans les méandres de la politique libanaise. J'ai passé plusieurs années, j'ai enseigné 10 ans à l'Université Saint-Joseph. Je vous avoue que le risque qu'on a au Liban, c'est que plus on s'intéresse à la politique libanaise, moins on la comprend. Alors j'ai une chance, c'est que mon nom pourrait indiquer une consonance libanaise, c'est pas le cas. Je suis corse par mon père, occitan par ma mère, et je vous avoue que la rationalité de la vie politique en Corse, là aussi, plus on la cherche, moins on la trouve. Et elle m'a aidé un peu à comprendre le fait libanais, avec en plus le fait communautaire, mais le clanisme notamment, les relations pyramidales, la verticalité sont des choses qu'il faut comprendre, sachant que le Liban mène plusieurs aspects. C'est qu'il a un héritage communautaire, confessionnel. Il a inscrit dans le marbre le confessionnalisme, j'en parlerai, je dirai ce que je pense, sous versant le clanisme, mais également avec une dose de liberté politique qui a été apportée notamment par le mandat français. C'est que l'heure est au fait de décrier, de dévoyer tout ce que les Français ont fait dans le monde. Bien j'appartienne, comme vous, à la droite contre-révolutionnaire, que je sois critique notamment. Je fais colonial pour un certain nombre de raisons. Maintenant, ensuite, l'analyse historique est une autre chose. Et le Liban, c'est un peu tout ça. Alors, quelques mots un petit peu sur le Liban, sous le Libanais. Napoléon disait que chaque pays a une sorte de sa géographie, et le Liban, c'est en quelque sorte un don du mont Liban, comme le Nil, comme l'Égypte est un don du Nil. C'est-à-dire qu'il y a cette montagne qui culmine à 3083 mètres, Cornet al-Saweda, qui est ouverte sur le littoral et fermée, abrupte, sur l'intérieur, avec notamment le mont Anti-Liban qui sert de délimitation avec la Syrie, et en fait qui est une résistance à tout ce qui est bédouinisation et arabisation, et au final à islamisation. C'est un lieu qui a été un lieu de refuge. Alors, petite parenthèse, je vais essayer de ne pas vous ennuyer. Alors surtout, si ça va trop vite, si vous compliquez pas, si vous ne saisissez pas, si je me fais mal comprendre ce qui arrive, je n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Sans lever la main, c'est pas la peine. À me contredire, on est là pour s'arrêter et avancer tranquillement. Voilà, pour le moment, tout va bien, ça va. Allons-y. Alors ce Liban, en effet, il a été formé, pour connaître un peu sa matrice historique, par des communautés, notamment un fait chrétien. Et un fait chrétien exceptionnel, qui est le fait maronite. C'est le centre de ma thèse. C'est que les maronites, qui sont venus au VIe siècle par l'Oronte de Syrie, sous la direction d'un ermite, Saint Maron, est une église forte, rite syriaque, mais étant chrétien, et qui est pratiquement une église nationale libanaise. Alors ces maronites vont s'aimer dans le mont Liban, dans l'ensemble du Liban, ensuite, mais surtout dans le mont Liban, puisque le mont Liban est l'embryon, en quelque sorte, du Liban historique, jusqu'à lui avoir donné son nom. Ces maronites ont une particularité, c'est que si vous connaissez un petit peu l'histoire des églises d'Orient, toutes les églises d'Orient ont été sujettes à des schismes. Schisme, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr le grand schisme d'Orient, mais Capre, avec l'église orthodoxe, le patriarcat de Constantinople qui ne reconnaît plus l'autorité du pape, qui se détache, avec la création des églises orthodoxes, avec cette tendance, vous savez, dite autocéphale des orthodoxes, c'est-à-dire d'avoir des églises qui vont épouser les causes nationales. Vous savez qu'il y a un problème à l'intérieur de l'orthodoxie aujourd'hui, on le voit en Ukraine, en Serbie, au Monténégro notamment. Et on va avoir au XVIIe, XVIIIe siècle, par contre, avec les prédications, le retour des Occidentaux, des Européens et du pape, des églises qui perdaient leur rite, mais reviennent dans le giron de les Grecs catholiques, les Syriaques catholiques, les Arméniens catholiques, des Syriaques catholiques, etc. Enfin, les Syriaques sont restés catholiques, c'est un petit peu l'exception, mais on a des catholiques et des Assyro-Chaldéens orthodoxes. Les maronites, eux, ne vont connaître aucune issue. Ils vont être toujours fidèles à Rome. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu d'où venait cette singularité. J'ai émis un certain nombre d'hypothèses. Elles demandent à être vérifiées parce que je ne suis pas un antiquisant au plan historique. J'ai des connaissances très faibles en histoire ancienne.
Mais je pense que le Liban historique est un pays qui avait résisté, qui a été l'exception en origine, qui a résisté à l'hellénisation. La faculté de Vérite, par exemple, où notamment Papinien, Plotin, les grands juristes romains, latins ont enseigné, en effet, est une exception dans un monde qui parle le grec. On parle le grec d'Égypte pratiquement jusqu'en Irak, dans l'Asie mineure, la Turquie, dans tout l'Orient. Le grec, c'est l'anglais d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la langue véhiculaire qui est généralisée. Or, le Liban est un espace de romanité. La faculté de Bérite est une faculté de droit romain. On n'enseigne pas le grec. Donc, est-ce qu'il y a un côté, il y a une posture, un tropisme occidental latin des Maronites, pourquoi pas, qui vient du fait phénicien, notamment du fait que les Phéniciens ont besoin d'exception. Monsieur. C'est ça, c'est justement... Les Phéniciens, alors j'ai sauté un petit peu les zappés, on dit aujourd'hui les Phéniciens. En effet, les Phéniciens, je vous ai parlé de cette montagne libanaise fermée vers l'extérieur, vers le désert et ouverte, c'est que les Phéniciens, en effet, vont connaître une certaine expansion et vont vont diffuser l'alphabet. L'alphabet grec vient du phénicien, fait de latin qui vient du grec, et le nôtre de l'alphabet du latin, bien sûr, parce qu'en effet, il y a une capacité d'expansion des Phéniciens. Très rapide, jusqu'à la caricature. Vous savez, pour les amateurs d'Astérix, vous êtes nombreux. Cher président, toi aussi. Il n'est pas là, il se cache. C'est le fameux marchand. C'est le fameux marchand épi de maïs, ils vendent tout le monde. Hein, on voit les rameurs qui... Et on dit ce sont les esclaves. Non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des associés, mais ils ont mal lu le contrat de travail. Du coup, je pourrais vous la refaire avec l'accent libanais. Et le phénicien, en effet, il y a cette posture ouverte qui détache le Liban de l'unité des vers hellénisés. D'ailleurs, ça va peut-être loin à mon sens, parce que dans l'hellénisation, on a des présupposés, notamment dans l'apparition de l'islam, que dans une certaine mesure, l'hellénisation aurait poussé l'islamisation, dans une certaine mesure. C'est une hypothèse qui reste encore à vérifier. Alors voilà ce Liban un peu historique, et ce Liban va être confronté justement ensuite à l'apparition de l'islam. Alors qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, conquête islamique, bien sûr, les maronites, les chrétientés réfugiés dans le Liban, mais ils vont être rejoints par qui? Eh bien, par les schismatiques de l'islam. Alors, les schismatiques, schisme de l'origine. Les chiites, eux, ne se prénoment pas schismatiques. Shir Hamilam, les partisans d'Ali, connaissaient un peu les conditions d'apparition du chiisme par rapport au sunnisme, et ces chiites qui vont être pourchassés par l'islam majoritaire, rappelez, le premier califat omeyyade s'installe à Damas, au 7e siècle, puis ensuite, au siècle suivant, ce sera le califat abbasside à Bagdad. L'islam officiel sunnite pourchasse les minorités chiites, et à plus forte raison, ce qu'on va appeler les sectes hétérodoxes, qui découlent du chiisme. Il y en a principalement deux, que vous connaissez, une qui va s'installer au Liban, les Alaouites, avec notamment leurs cousins germains en Turquie, qui forment 12-15 millions de la population en Turquie. Et les Alaouites, auquel appartient à la famille Assad au pouvoir, et les Druzes. Et on sait que ces sectes qui découlent du chiisme ont en fait une praxis extrêmement éloignée de l'islam majoritaire. L'islam sunnite, notamment, c'est la conquête, c'est le prosélytisme absolu, c'est la soumission, alors que ces sectes, au contraire, elles sont initiatiques. Par exemple, sur une centaine de Druzes, vous en avez 10 qui connaissent les rudiments de la religion, et un qui est un initié. On ne convertit pas. On sait également que les Druzes, dans leur religion, ils mettent des aspects, à l'islam, des aspects du judaïsme, du christianisme, voire du bouddhisme, parce qu'ils croient en la mettant en psychose. La Chine étant même un régulateur des arts. Côté extrêmement, en effet, curieux, mais qui fait que ces minorités, également, affluent dans le Liban, et le Liban servir en quelque sorte de refuge aux minorités persécutées. Alors les Maronites, pourquoi sont-ils l'exception? Parce qu'avec la conquête islamique, il y a des hiérarchies. Il y a bien sûr ceux qu'il faut convertir, il y a les minorités hétérodoxes,
les Druzes, les Alaouites qu'il faut combattre, les Chiites aussi, et les chrétiens et les Juifs, les dhimmis, les gens du livre, eux qu'on tolère, mais à condition qu'ils soient dans un rang de sujet de seconde zone, interdiction de porter une épée, de monter à cheval et paiement d'un impôt. Et les seuls qui vont jamais payer un impôt, qui vont refuser de le payer, ce seront les maronites. Donc historiquement, le fait maronite, c'est le refus, la possibilité, la volonté de refuser la dhimmitude. Il faut voir ça dans le Liban. Ce qui a fécondé le Liban politique, c'est le refus des maronites, leur possibilité, leur volonté, leur opportunité de refuser la dhimmitude. Alors je passerai sur les épisodes des croisades, etc. Mais vous verrez que les maronites notamment ont été alliés aux croisés, ainsi que les chiites. Mais les chiites, qu'on appelle les mardaïtes, sont des alliés aux croisés. En matière de croisade, il ne faut pas lire Amin Malouf. Pas plus que... Enfin, j'allais pas dire... Pas plus les croisades qu'autre chose, etc. Qui est exactement... Qui est ce que j'appelle le dhimmi en termes d'écriture et d'histoire, et qui ne connaît pas les croisades. Hein, sur les croisades, il y a que René Grousset, à mon sens, qui est crédible. Pardon, il y a une question. René Grousset. René Grousset, ouais. Ouais. En trois volumes, notamment sur les croisades, qui est, à mon avis, l'historien le plus crédiste. Mais surtout pas les croisades dues par les Arabes, d'Arsène Malouf. Oui. Pardon ? On n'a jamais essayé. Ah si, on a essayé de leur imposer. Il y a plusieurs, notamment, émeutes. Alors, notamment, au XVIIe siècle, l'émir Fareddin, qui est vu un peu comme le personnage historique fondateur du Liban moderne, l'émir Fareddin, obtient l'autonomie de la montagne. C'est un druze converti au maronitisme. Et notamment, il a fait en sorte qu'on ne paye pas l'impôt sur la dhimmitude au pacha de Damas. Bon, il va mal finir, il va finir décapité à Damas, comme entre autres. Mais les maronites luttent contre le paiement de l'impôt. On va essayer plusieurs fois de leur imposer. Alors, ce Liban, en effet, ensuite, vous savez, 1861, massacre massif de chrétiens, des maronites, par les Druzes. Et également à Damas, vous savez que notamment celui qui va sauver les chrétiens, c'est l'Émir Abdelkader. Il se trouve à ce moment-là à Damas parce que Napoléon III rêve, une espèce de grand royaume arabe chimérique. En quelque sorte, Abdelkader était un mystique, il croyait. Et on obtient la création d'un arrondissement autonome, Boutasar et Fiyat, en arabe, par rapport à l'Empire ottoman, dans le Mont-Liban. Avec... Excuse-moi, le massacre est fait par qui ? Par les Druzes, principalement. Et à Damas, par la population sunnite. Les Druzes qui sont d'ailleurs souvent dans la main des agents secrets britanniques, notamment la famille Jumblat, dès le XVIIIe siècle. Pardon ? Jumblat. Je en parle. Alors, ça va, je compte, ça va pas trop vite pour le moment, ça va. Alors, l'arrondissement autonome de 1861, c'est dans quelque sorte l'embryon de l'autonomie de la souveraineté libanaise. Certes, réduit au Mont-Liban. Alors, il y a un conseil de 6 communautés, 6 représentants des principales communautés, ça il faut le savoir. Pour les chrétiens, donc, on a les maronites, les grecs orthodoxes et grecs catholiques. Et pour les musulmans, les sunnites, les chiites, les druzes. Et un gouverneur est nommé, mais c'est ce que les Ottomans obtiennent, c'est une compensation. Il ne doit pas être un ressortissant du Mont-Liban, mais un ressortissant chrétien de l'Empire ottoman. La plupart du temps, ce sera un Arménien. Oui. Excuse-moi, pour les chrétiens, c'est les Grecs catholiques. Les maronites, Grecs catholiques, Grecs orthodoxes, et les musulmans, les sunnites, les chiites, les druzes. Vous avez un conseil ici. Et il y a également un juif, un fait exceptionnel, qui siégera dans le conseil autonome de ce qu'on appelle, dans le concept de l'arrondissement autonome, Mutasar et Fia en arabe. Arrondissement autonome. Cet arrondissement autonome, son statut va être abrogé en 1914 par l'Empire ottoman, qui considère que c'est une concession donnée aux Français, aux Britanniques, surtout aux Français. Et le Liban se retrouve, 1918-1920, vous savez, alors là, je ne vais pas revenir sur l'épisode du Croche-Melon, il faudrait faire une grande conférence là-dessus, avec, vous savez, les Britanniques qui ont cette particularité au passage,
de mentir à tout le monde, sauf à eux-mêmes. Je rappelle quand même que les problèmes du Proche-Orient aujourd'hui, pour résumer, c'est 3 mensonges britanniques. C'est surtout la correspondance Hussein McMahon en 1916, le fils du shérif avec un C de la Mecque, en promettant notamment un royaume arabe, qui est en fait un royaume islamique, en appelant la République arabe. C'est le fameux épisode de Laurence d'Arabie, d'Edward Lawrence, le fameux Lawrence d'Arabie. Mais, contradiction en 1917, la déclaration Balfour avec le foyer national juif en Palestine, qui est une contradiction partielle de la correspondance Hussein McMahon. Et le comble avec tout ça, ce sont les accords Sykes-Picot en 1916, où les Français et Britanniques, dans les accords secrets, se cachent les zones d'influence au Proche-Orient, de la France, la Syrie et le Liban, les Britanniques, la Transjordanie, qui n'est pas encore la Jordanie, la Palestine et l'Irak. La France renoncera à la région de Mossoul parce qu'on lui donnera 28% de l'Iraq Petroleum Company, au passage. Un pourboire. Alors, là-dessus, en effet, les Français créent, détachent le Liban, et notamment un grand Liban de l'ensemble syro-libanais. Pourquoi ce grand Liban? Parce que c'est une volonté notamment du patriarche maronite, le patriarche maronite qui est considéré un peu comme un chef spirituel et politique, qui veut un Liban, un gros Liban élargi notamment, d'une part pour qu'il soit viable, avec notamment la plaine de la Bekaa, qui est le poumon agricole de la région, le sud-Liban, mais parce qu'il y a des populations chrétiennes dans toute la périphérie du Moyen-Nord, de la Nord, dans la Bekaa, juste en dessus. Aujourd'hui, dans la Turquie grammatique libanaise, vous entendez parler en effet de villages chrétiens. Il y a 200 villages chrétiens aujourd'hui au Liban Sud, il faut savoir, jusqu'à la frontière israélienne. Alors on crée ce beau Liban et on va le gérer selon un système confessionnel. Alors qu'est-ce que c'est que ce mot confessionnel? On dit que la France a inventé le Liban. Non, la France n'a pas créé le Liban. Le Liban vient du fond des âges, celle de le démontrer, donc on dit. Le confessionnalisme a été introduit déjà en 1961 par l'arrondissement Todo. Et le système confessionnel, pourquoi en effet on va créer le système confessionnel? On a vu une raison. C'est que, d'une part, la laïcité n'est pas adaptée au Proche-Orient. La laïcité est refusée par l'islam politique. Et l'islam n'a jamais accepté la laïcité. Le seul endroit où on a imposé la laïcité islam, c'est la Turquie. À un moment, la turque, nuance 1, ce n'est pas une laïcité à la française, puisqu'il y a un ministère d'inayet, un ministère des biens religieux en Turquie. Et en fait, il s'agit du contrôle du religieux par le politique. S'il n'est pas tout à fait la laïcité, il est vrai qu'en Turquie, il y a une laïcité imposée, mais elle est imposée parce qu'il y a des véritables religions d'État, celle de l'Atatürk. L'Atatürk est une figure aujourd'hui pratiquement déifiée. Aujourd'hui. Blasphémer Atatürk, c'est pratiquement blasphémer Allah, aujourd'hui, parce que la Turquie a une particularité, aujourd'hui. Ensuite, le modèle turc, on a essayé de l'exporter, mais peu exportable. Et il suppose évidemment le contrôle. Je rappelle qu'Atatürk a aboli le califat, certes, mais n'a pas aboli notamment les relations entre islam et pouvoir politique. Alors, d'une part, le confessionnalisme n'est pas adapté. Ensuite, le confessionnalisme est un verrou pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que le confessionnalisme a en fait 2 dimensions. Une dimension politique et une dimension civile. Civile, c'est quoi? C'est que c'est la loi en effet personnelle. Ça veut dire de la loi personnelle, un statut personnel qui s'applique. Vous avez au Liban, vous allez avoir 18 communautés qui vont être reconnues avec le mandat. La constitution libanaise de 1926, qui est rédigée par Michel Chira, elle reconnaît 18 communautés. Je pourrais citer toutes, mais je ne vais pas vous en dire. Sachez qu'il y a les chrétiens maronites, les grecs catholiques, les grecs orthodoxes, les arméniens catholiques, les arméniens orthodoxes, les arméniens ayant trouvé refuge, notamment, vous savez, au Liban, en bonne partie, même s'il y avait déjà une communauté arménienne. Les Celto-Caïriens. Alors, vous avez également, côté musulman, les chiites, les sunnites, les druzes, les alaouites, les juifs ont un statut.
les protestants, les latins également, donc on arrive à 18 communautés. Chacune a un statut personnel. Le statut personnel fait que les chrétiens ont une garantie, c'est qu'ils ne sont pas régis par un statut notamment islamique. Par exemple, en matière de succession, les filles héritent comme les garçons. Elles n'ont pas, comme en islam, la moitié de la part des garçons. Je rappelle que tous les pays musulmans, aujourd'hui en termes de succession, de divorce, adoptent, appliquent la loi islamique, sauf la Turquie, la Tunisie et le Liban pour les non-musulmans. Donc c'est une garantie. Ensuite, c'est à l'équilibre. Le Parlement libanais est formé de 128 députés à parité de chrétiens musulmans. 64 chrétiens, 64 musulmans, avec une clé de répartition entre les principales communautés à l'intérieur. Alors ce pacte national qui est non écrit ensuite, au Liban, formé avec le mandat français, mais qui va prendre forme en 1943, qui n'est pas écrit, fait que le président de la République est chrétien maronite, le président du Conseil des ministres, le Premier ministre, est musulman sunnite, et le président de la Chambre est musulman chiite. Alors, on va vous dire, oui, en effet, ça pose des problèmes. Moi, je pense que le confessionnalisme, aujourd'hui du Liban, ne pose pas de problème quand il est rationalisé, quand il est réduit aux politiques. Ce qui pose problème, c'est la corruption qui naît du courant PLMS. Je vais vous donner un exemple. Il y a été une répartition, en effet, des députés au Parlement, une parité également au Conseil des ministres, et également une distribution des postes, ce qu'on appelle le première catégorie. Le commandant en chef de l'armée, par exemple, est maronite, le chef de la sûreté est chiite alors qu'il était avant chrétien, mais ensuite, le problème qu'il y a, c'est que vous êtes dans les concours administratifs, l'administration, une répartition en effet paritaire. Par exemple, on a recruté, il y a quelques années, 80 diplomates. On s'est aperçu que sur le concours, 70 de ceux qui avaient réussi étaient chrétiens. Qu'est-ce qu'on a fait? Les musulmans ont mis 30 chrétiens à la porte pour obtenir la parité. Et ça, pour moi, c'est une inéquité. C'est inéquitable parce qu'en effet, c'est sur le mérite. Et non pas sur des critères confessionnels qu'on devrait recruter les fonctionnaires. Il doit y avoir équilibre au Parlement, au féminisme ensuite. Ensuite, ça pousse notamment au clientélisme. C'est notamment que Nabil Berri, le président chiite, est un gros pourvoyeur de clientèle et un des hommes politiques les plus corrompus. Alors ensuite, on va arriver au cœur du sujet, les partis politiques libanais. Alors les partis politiques libanais, en effet, ils vont se structurer selon une matrice confessionnelle. Alors, commençons notamment par les chrétiens maronites qui vont commencer avec le mandat et l'indépendance, 43, à structurer des partis politiques. Alors le premier parti d'entre eux, vous le connaissez sûrement, c'est le parti des Kataeb, fondé en 1936 par Pierre Gemayel, Béchir Selfus. Alors entraîné par Phalange. Alors la légende gauchiste nous raconte que Pierre Gemayel aurait été ébloui par les Jeux olympiques du Berlin en 1936 et qu'il aurait créé les Phalanges. Non, les Phalanges, il avait déjà la création avant. En fait, les Phalanges, un parti fasciste, c'est un parti en quelque sorte de la moyenne bourgeoisie chrétienne. Pierre Gemayel étant lui pharmacien à Beyrouth, une grande pharmacie, cette moyenne bourgeoisie mobilisée par les chrétiens, qui ne se reconnaît pas d'ailleurs dans le féodalisme d'un certain nombre de leaders chrétiens. Alors, il y a des féodaux, notamment les familles Chéaves, qui dépendent des émirs, les Frangiers, on va le voir Romain, la famille Frangier, qui vont créer les Maradas, créés par Sleiman Frangier, le grand-père de l'actuel Sleiman Frangier, mais qui, eux, sont focalisés surtout sur le nord du Liban, sur Sortab, Charé, etc. On va voir également, avec ce Liban indépendant qui s'occidentalise par ses lois et par sa vie démocratique. Je rappelle que jusque dans les années 60, la moitié des titres de la presse arabe sont édités à Beyrouth. C'est la loi sur le secret bancaire, sur le libéralisme économique. Il y a un parti également qui va illustrer en effet ce côté occidental, ce côté libéral. Il va porter bien, c'est le Parti national libéral, formé par celui qui va de président en 1952 à 1958, qui est Camille Chamou.
Là, donc, on a pour l'essentiel les partis chrétiens, d'autres vont se former. Les partis, alors, ensuite, musulmans, me dites-vous, eh bien, vont se structurer, mais dans une moindre mesure. Les musulmans vont surtout se structurer à partir notamment de familles notables. On va avoir, par exemple, les familles Karamé dans la grande ville musulmane du pays, de ville sunnite, qui est Tripoli. La famille la famille Salam. Ils forment des partis, mais qui sont surtout des partis féodaux. Karamé, Salam, comme l'appelle. Et les familles Sol, à Saïda, une troisième ville du pays, ville sunnite. Un Tripoli, deuxième, et Saïda, troisième ville du pays, étant des villes essentiellement sunnites. Et c'est peu formalisé, disons que ce sont des partis féodaux encore. Alors, on va avoir ensuite... Alors, vous allez avoir des organisations comme les Morabtoun, qui sont des organisations révolutionnaires, mais proches des Palestiniens. Pourquoi? Parce que c'est le fait palestinien, vous savez, notamment, qui va mobiliser notamment l'islam sunnite. L'islam sunnite va déclencher la guerre. Pourquoi? Parce qu'il veut utiliser le levier palestinien pour prendre sa revanche sur les maronites. D'accord. Alors, vous avez également des partis années 60 qui vont se structurer. C'est compliqué, madame, je le sais. J'essaie d'aller en fond. Les chiites vont également structurer des partis. Sunnites, ici les chrétiens. Les chiites, notamment, vont constituer dans les années 60, 70, ce qu'on appelle le mouvement des déshérités, avec l'imam Moussa Sadr, d'origine irakienne, qui va créer le mouvement Amal, aujourd'hui dirigé par Nabi Berri, le président du Parlement. Alors ce mouvement chiite, en effet, va lui prendre le pas possiblement sur les féodaux chiites. Les familles Assad, Shamseddin notamment, ce mouvement à la fois chiite, religieux et révolutionnaire va prendre le pas. Oui, il y a des questions? Oui, non, c'était juste si vous pouviez répéter pour les chiites. Le mouvement Amal, notamment créé par Moussa Sadr, le mouvement des déshérités. Et de ce mouvement, on va naître ensuite, en 1984, mais là directement d'importation iranienne, créé par les Pasdaran, le Hezbollah, Hezb Allah, parti de Dieu. Années 60, 1960, et le Hezbollah, 1984, créé par les Pasdaran, dirigé par Mohamed Fareddin et ensuite par le fameux Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, qui est un Libanais, issu de la banlieue sud de Beyrouth, un homme qui, tout en étant un chef d'un mouvement révolutionnaire lié à l'Iran, je rappelle que le Hezbollah ne reconnaît comme chef suprême que le guide suprême de la révolution iranienne, c'est-à-dire l'ayatollah Khomeini et Ali Khamenei aujourd'hui. Il n'a pas d'autre chef. Pour ceux qui vous disent que c'est un mouvement libanais, le Hezbollah s'est placé sous l'autorité suprême du guide suprême de la révolution iranienne. Oui. Et j'avais pas entendu, il y a une controverse sur la date de fondation, c'est ça? Moi, je la date en 1984, puisque les Pasdaran créent le Hezbollah en 80. Alors, je vous épargne des subtilités, puisqu'on va utiliser notamment une scission d'Amal qu'on va appeler Amal islamique, qui va être un petit peu le chapeau du Hezbollah. Alors ça, je vous épargne un petit peu les subtilités, mais disons que ça s'est créé également au détriment, notamment, du mouvement des déshérités. Alors, il manque également une communauté, les Druzes. Les Druzes, eux, avec notamment deux familles, une famille importante qui est la famille Jumblat, une famille de féodaux absolus,
Mais elle va créer un parti qui s'appelle le Parti socialiste progressiste. Comme tous les féodaux, elle va nous la faire dans le gauchisme. Et ils vont tellement être reconnus au plan international que le Parti social progressiste est toujours aujourd'hui, depuis l'origine, le représentant officiel au Liban de l'international socialiste. Et ce sont eux, notamment lors du déclenchement de la guerre 75 avec les Palestiniens, Kamal Jumblat, le père de Walid Jumblat, l'actuel, qui va être à la tête de ce qu'on va appeler, entre guillemets, le mouvement national, très peu national, regroupant principalement, notamment les sunnites, s'opposant notamment au parti chrétien, qui va être au déclenchement de la guerre. En guerre, en 75, vous allez avoir le mouvement national. Alors ça, c'est la guerre du Liban. Du côté palestinien, vous allez voir notamment les Druzes, PSP, et notamment les sunnites, du côté des Palestiniens, qui, au contraire, vont s'opposer notamment au bloc chrétien, lui, qui, en effet, ne veut pas, en effet, d'un Liban qui serait, en quelque sorte, enseveli ou noyé dans une grande Syrie, voire dans une nation arabe. Ils ont été notamment très perméables, ces sunnites, à tout ce qui a été nasserisme, à tout ce qui a été notamment idéologie pan-arabe, voire grande syrienne. D'accord ? Donc, en 75, la ligne de fracture se fait entre, d'un côté, alors les Kataeb, les Penel, alors les Maradas de Slimane Frangier, grand-père de l'actuel leader Slimane Frangier. Eux vont faire scission pour un certain nombre de raisons. C'est que les Frangiers, notamment, dans les années 60, ont réglé leurs comptes, comme en Corse à la mitraillette, mais encore mieux dans une église. Et Slimane Frangier s'est réfugié en Syrie, et il s'est réfugié où ? Chez les Assad. Et Hafez el-Assad, à un moment, dans les années 60, pour chasser, se réfugiera au Liban chez les Frangiers. Il y a un lien personnel entre la famille Frangier et la famille Assad. Et en 1978, il y aura une opération notamment menée par les Kataeb qui sont formés contre les Maradas, menée par Samir Raja, qui vont amener notamment à l'exécution du fils de Slimane Frangier, Tommy Frangier, sa femme, sa fille. Et les Maradas vont quitter notamment, il verra, l'alliance des chrétiens. Alors cette alliance chrétienne est structurée autour d'un groupe politique et militaire qu'on va appeler le Front libanais, mais qui va donner naissance à une organisation politique et militaire qu'on va appeler les Forces libanaises. Alors les Forces libanaises, elles regroupent les Kataeb, le PNL dans un premier temps, mais également d'autres formations, l'Ordre des moines maronites libanais. Vous savez que c'est les moines maronites, notamment le Baterjé, entre guillemets, s'est opposé un peu au patriarche qui, lui, voulait un petit peu négocier avec les Palestiniens, etc. Vous avez cette image, fameuse photo des débuts de la guerre du Liban, de l'Armétal, vous avez un curé en soutane qui mitraille notamment la mitrailleuse contre les Palestiniens. C'est une image magnifique. C'est sûr que c'est pas le pape François à Marseille, ça c'est certain. C'est pas la soutane du pape François, Marseille n'est pas en France, et qui parle la queue d'immigrants. Le clergé maronite, c'est un clergé national, voilà, qui défend avant tout ses ouailles. Il faut le savoir, l'ordre des moines maronites est constitué d'une libanaise. Il y a également une formation pour laquelle j'ai quand même un faible. C'est une formation qui s'appelle les Gardiens du Cèdre, alors créée par Étienne Sacker, qui est à l'époque le doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Cassis, du Saint-Esprit de l'université Cassis. C'est l'université des moines maronites. C'est vraiment le maronitisme politique. Et Étienne Sacker, lui, c'est quelqu'un qui nie à raison le côté arabe du Liban. Pour lui, les Libanais sont des Phéniciens, ne sont pas des Arabes. On nie toute arabité au Liban, notamment. Et Étienne Sacker, aujourd'hui, après s'être réfugié plusieurs années en Israël, est âgé de plus de 80 ans et est réfugié à Chypre. Mais Étienne Sacker, pour moi, j'ai le droit d'avoir mes faiblesses. Comme le président Rougérin, j'ai parfois mes faiblesses que j'avoue à demi-mot. Dans mes interviews, n'est-ce pas Pierre-Yves, n'est-ce pas mon ami? Donc, j'ai une tête. Quand tu as une salilation, c'est pas vrai, Corse. Tu sais, dès que nous aurons un regard de compte après une année.
Donc j'ai mes faiblesses, mais j'ai dénoncé personne. Je n'ai pas dénoncé des délations. J'ai une faiblesse en effet pour Étienne Sacker parce qu'il représente en quelque sorte le message maronite, le refus d'arabité, le refus d'adibitude. Alors toutes ces parties vont former les forces libanaises, c'est-à-dire une organisation politique militaire qui va prendre en charge les raisons chrétiennes contre les Palestiniens, contre les Syriens, qui ne tomberont qu'en 1990. Et ces forces libanaises vont être dirigées par un leader charismatique qui est Béchir Gemayel, le fils cadet de Pierre Gemayel. Oui. Peut-être vous allez en parler plus tard. Sinon, est-ce que vous pouvez nous donner un peu, en termes de nombre de têtes, si je peux dire, de population, la répartition des groupes? Le poids démographique est extrêmement difficile à évaluer parce qu'il y a eu un recensement. Le dernier recensement officiel, c'est 1932. Il y a eu... Pourquoi, en effet, la démographie est une question délicate? Parce que le Liban, au-delà des réalités démographiques, est bâti sur un équilibre entre chrétiens et musulmans. Alors, en 2000, il y a eu une estimation sur les listes électorales. On est arrivé à 57% de musulmans, 43% de chrétiens inscrits sur les listes électorales. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que raconte le Premier ministre actuel Mikati, qui veut dénier aux chrétiens leur droit sur la présidence, ils ne sont pas 19,4%. Ils sont, à mon avis, 35-40% présents. En tout cas, inscrits sur les listes électorales, sachant également que depuis les élections de 2018, la diaspora peut voter. Donc la diaspora est à 80% chrétienne. Donc le poids des chrétiens n'est pas aussi faible qu'on veut croire, même s'ils s'amusaient. Ils étaient 60% avant la guerre. On pense qu'ils sont descendus aujourd'hui à 40%, réellement, en termes de présence, sachant que l'hémorragie de l'immigration, notamment depuis la crise 2019, la Saoura 2019, la révolution, consomme malheureusement essentiellement les chrétiens. D'accord ? Donc ça, ce sont les partis qui sont structurés avec la guerre, sachant que les Maradas vont passer de l'autre côté. Alors surtout, ce qui va être important, c'est le fait syrien. La Syrie va mettre la main sur les pays situés aux Palestiniens. Et en 1890, vous savez que c'est les combats fratricides entre les forces libanaises et l'armée, notamment du général Aoun, vont mettre fin à tous les espoirs chrétiens. La Syrie va mettre notamment la main sur le Liban pendant 15 ans. Le général Aoun, qui entre-temps, en exil, va structurer un parti politique qu'on va appeler le courant patriotique libre, dirigé par Aoun et son chant de Jeban Bassir, oui. Vous avez parlé des Alaouites, qui n'ont pas un parti alors? Alors, il y a 2 élus alaouites, en fait, uniquement à la Chambre. Dans la périphérie de Tripoli, ces alaouites sont traditionnellement proches, notamment du parti basse, notamment des Assad, puisque c'est la Syrie qui va imposer une réforme, notamment de donner 2 sièges aux alaouites à partir de 1992. Les élections législatives, en effet, qui ont été effectuées après la fin de la guerre du Liban. À partir de 1975, le Parlement libanais va notamment reconduire, et on va avoir les premières élections, entre guillemets, après la guerre, mais sous présence syrienne en 1992. Alors, vous me direz, y a-t-il des partis qui ont essayé de dépasser le confessionnalisme? Oui. À votre avis, lesquels? Ben oui, le marxisme. Il y a bien sûr le marxisme, il y a notamment le Parti communiste libanais, avec son leader historique assassiné en 2005 par la Syrie, qui est Georges Haoui. Alors, Georges Haoui, le Parti communiste, on trouve qui? Essentiellement, comme toujours, la grande bourgeoisie chrétienne. Le communisme, le gauchisme, c'est toujours l'année des origines, etc. Mai 68, vous savez, c'est le fils de bourgeois qui tape sur le fils d'ouvrier CRS. C'est bien ça, et au Liban, c'est la même chose. Les communistes sont issus de la bourgeoisie. Et vous avez également, issus de la bourgeoisie, au Parti communiste, un certain nombre de chiites. Parce que les chiites sont plus, disons, moins imperméables à la laïcité, au marxisme, que ne sont, par exemple, les sunnites. Mais le marxisme est un fait chrétien. Je rappelle que, notamment, dans les mouvements palestiniens, les mouvements marxistes palestiniens, le FPLP, Georges Habash, et marxiste-léniniste,
et le FDLP, le Front démocratique libération de la Palestine, l'AIF à Ouatmé, maoïste, chrétien aussi. Hein, le marxisme vient principalement des chrétiens. Il y a un parti communiste qui, du temps des Palestiniens, se met du côté palestinien, même dirigé par un chrétien. Alors le parti communiste libanais, comme il est un peu gauchiste, etc., il va connaître plusieurs scissions. Déjà, les Syriens, les renseignements syriens vont l'infiltrer et mettre la main sur lui, en 1990. Donc il y aura deux scissions. Il y aura l'organisation de l'action communiste libanaise pro-palestinienne, on va trouver, et puis il y aura une autre scission, ce qu'on appelle la gauche démocratique, avec notamment un certain nombre de leaders, comme Samir Kassir, etc., qui a été assassiné par les chrétiens, qui vont connaître des scissions parce qu'ils vont s'opposer notamment aux Syriens. Alors il y a d'autres partis également qui dépassent le confessionnalisme mais qui sont dans une logique arabe, c'est le parti Baas. Alors vous allez avoir le parti Baas. Alors attention, le parti Baas, il y a deux partis Baas. On dit souvent le Baas syrien, le Baas irakien, mais le vrai c'est le Baas irakien. Pourquoi ? Parce que le Baas a été créé en 1947 par un chrétien grec orthodoxe syrien, Michel Aflaq. C'est lui en effet le parti Baas. Michel Aflaq d'ailleurs, qui va avoir progressivement un penchant de plus en plus islamique, puisque Michel Aflaq a d'une part écrit un livre sur Mahomet. Alors, il va représenter non pas Mahomet comme le prophète de l'islam, mais comme, disons, l'homme de la quintessence arabe. C'est un peu Michel Aflaq pour Mahomet, en quelque sorte. L'islam est une matrice politique, mais ce sera tellement une matrice politique pour lui qu'il va finir par se convertir à l'islam, en exil à Paris, quelque temps avant sa mort. Alors, ce parti Baas, qui est le parti notamment des bassistes irakiens, de Saddam Hussein. En 1968, le parti Baas, Qasser al-Bakr, après al-Bakr, Qasser prend le pouvoir en Irak. Pourquoi il y a un parti juriste irakien ? Parce qu'en Syrie, les Alaouites, et notamment la famille Assad, va provoquer une scission du Baas historique et s'emparer du parti Baas, en faire son instrument du pouvoir. Si bien que vous allez avoir au Liban un parti Baas, en effet, tenu par les services de renseignement, Mukhabarat, Souli, les services de renseignement syriens, mais également un parti Baas qui va résister, ce qu'on va appeler le Baas irakien, le Baas historique, qui résiste. Celui au Syrien, Michel Aflaq, qui est un Syrien grec orthodoxe, a dû s'exiler avec la prise au pouvoir paradoxale du parti Baas en Syrie, du Baas syrien. Alors le parti Baas, et il y a un autre parti, notamment, qui lui veut dépasser le confessionnalisme, mais qui veut également dépasser le Liban, qui est alors ce qu'on appelle le PSNS, le Parti syrien national et social, qui a été créé en 1936 sous le vocable de Parti populaire syrien. Parti populaire syrien en 1936, vous pouvez penser à Parti populaire, oui, voilà, parce que ce sont des actoriaux, notamment, dont on peut considérer qu'il a un parti à dimension fasciste, parti qui s'adapte en fonction de l'idéologie. Mais on peut considérer en effet que cette scission, le Parti populaire française, attention, je ne parle pas du fascisme comme au plan péjoratif, je ne suis pas allé jusqu'à dire comme Bazillac que le fascisme est une poésie, mais le fascisme, en effet, s'est adapté à plusieurs façons, il y a des fascismes, etc. Il y a plusieurs fascismes, il n'y a jamais eu en France qu'un seul fasciste qui se revendiquait, c'est le francisme de Marcel Bucard, qui lui se revendiquait du fascisme, etc. Plus quelques groupes. Mais le Parti populaire syrien est fondé par Antoué. En France, le faisceau, il se revendique. Alors, le faisceau de Georges Valois, en effet, vous avez raison, 1920, se revendique du fascisme. Avant même Mussolini, avant la dopoi de Mussolini, vous avez raison. L'influence de Georges Sorel, qu'on connaît bien ici, etc., est influente. Mais ce qui va revendiquer, c'est Bucard qui a peu d'effectifs. Il n'y a jamais eu plus de 1500, 2000 militants chez Bucard. Mais le Parti populaire syrien, fondé par Antoun Saadé Salabitar, qu'est-ce qu'il veut lui en fait ? Il veut une grande Syrie laïque, historique. Mais en fait, pour ma part, j'ai toujours analysé ce Parti populaire syrien qui viendra le Parti social syrien, avec une étoile qui fait penser à un peu la Slavsika. Il est un petit peu le cachex, excusez-moi, des ambitions des Grecs orthodoxes. Pourquoi ?
Parce que les Grecs orthodoxes, à l'indépendance du Liban, se sont trouvés frustrés. Eux qui sont très dominants, exclusifs en Syrie, en Palestine, en Jordanie, sont par contre minoritaires et font un complexe vis-à-vis des Maronites, c'est que eux, ils se seraient bien vus comme élément moteur chrétien dans une grande Syrie. La grande Syrie, c'est la Syrie, le Liban, la Palestine, la Jordanie. Donc ce PSNS va être un parti en fait souvent dirigé par des Grecs orthodoxes. Alors il va être un petit peu dopé, notamment lors de la présence syrienne, mais ses effectifs sont limités. C'est un parti d'intellectuels grecs orthodoxes, pratiquement fascisant, qui va nier notamment, alors ni dans un premier temps l'arabité, on préfère notamment la Syrie, le croissant fertile, mais qui va progresser au fur et à mesure de la mainmise notamment de la Syrie, des services de renseignement syriens, vers une définition de l'arabité. Le Baas glisse vers l'islam et le PSNS glisse vers l'arabité. Il y aura un glissement quand même de ces deux partis, alors qu'historiquement, ils s'étaient structurés l'un contre l'islam et l'un contre l'arabité. Est-ce que ça va jusqu'au Alors, le puzzle va se recomposer. Pourquoi ? Parce que notamment, on va avoir sur l'occupation syrienne, notamment la montée notamment d'un parti sunnite et d'une personnalité sunnite qui va être Rafik Hariri. Oui. Je n'arrive pas sur la quête là jusqu'à la... Là, l'occupation syrienne et la fin de l'occupation syrienne. Sous l'occupation syrienne notamment, vous savez que l'occupation syrienne sur le Liban, les accords de Taïf 1989, qui mettent fin à la guerre du Liban, sont en fait un compromis, un accord régional entre la Syrie, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Où est Taïf ? Où se situe Taïf ? En Arabie Saoudite. Pourquoi il y a un palais des congrès important à Taïf ? Alors, petite anecdote. Parce qu'en 1980, on est dans le contexte de la guerre d'Afghanistan. Que veulent les États-Unis ? Ils veulent notamment contre les Soviétiques que l'Arabie Saoudite les aide à déclarer une fatwa et un djihad islamique contre les Soviétiques. Ils savent que c'est le levier. Donc l'Arabie Saoudite va prendre les choses en main. À l'époque, il y a le cheikh Osama Ben Laden qui est dans les petits papiers de la CIA. Et l'Arabie Saoudite va prendre ça en main pour notamment, au détriment de la Ligue arabe, qui vient du nationalisme arabe du traditionnel, relancer l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, et provoquer une grande conférence, un sommet de l'OCI. Et pourquoi on le crée à Taïf ? Parce qu'on va faire venir le président libanais de l'époque. Et comme Taïf, c'est pas la Mecque, et que la Mecque, c'est interdit aux non-musulmans, on va bâtir en temps record un palais à Taïf. Le roi Fahd va le faire construire. Qui va le construire ? C'est un Libanais qui a émigré en Arabie Saoudite, qui a créé un groupe de BTP, Rafik Hariri. Et Rafik Hariri va être un homme clé de Taïf. Bien avant notamment Taïf. Moi, Amin Gemayel, que j'ai connu, président libanais que j'ai rencontré, m'a dit, j'ai rencontré à plusieurs reprises Mitterrand, dans les années 80, entre 82 et 82 Boumba, et Mitterrand disait, monsieur Gemayel, président Gemayel, vous devriez faire un gouvernement avec Rafik Hariri. Ça veut dire si les réseaux Hariri est très très important. Même Mitterrand, la France, en fait, voyait en Hariri, en quelque sorte, l'homme de l'Arabie Saoudite, des Arabes, qui allait en quelque sorte contourner ou, disons, s'arranger de la présence syrienne et composer un gouvernement. Hariri va être imposé pourquoi à la Syrie ? Pour plusieurs raisons. En 92, pourquoi ? Parce que l'économie est en état lamentable, que les Saoudiens veulent la reconstruction et que les Syriens ont intérêt également à la reconstruction. Pourquoi ? Parce que pendant toute la période d'occupation syrienne, il est avéré que de clans syriens au pouvoir des Assad, on paie entre 4 et 5 milliards par an dans l'économie libanaise. C'est considérable. C'est-à-dire que les Syriens se paient toutes les taxes portières et aéroportuaires, 20% sur la reconstruction et 30 à 40% sur les recettes du casino au Liban. Voilà. Ça, le jeu est autorisé en islam quand ça rapporte. Quelle date ? Pardon ? L'occupation syrienne, 1990, jusqu'à 2005, le retrait syrien. Merci. Même si la Syrie, alors, n'existe. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En effet, Rafik Hariri va créer, à l'intérieur notamment du
un mouvement qu'on va appeler Al-Mustaqbal, en arabe, le courant du futur. Le courant du futur, qui est créé par Rafik Hariri, et qui va être dirigé ensuite après l'assassinat, en 2005, de Rafik Hariri, vous savez, commandité directement par Bachar al-Assad et exécuté localement par les services de renseignement syriens et par le Hezbollah, qui va déclencher, vous savez, des grandes manifestations et aboutir au retrait, du moins visible, des troupes syriennes du Liban. À partir de là, en effet, le puzzle libanais, avec le retrait syrien, va en quelque sorte se recomposer à nouveau. Et ce n'est plus un puzzle confessionnel. C'est un puzzle, en quelque sorte, des axes régionaux au Liban. C'est-à-dire que les amis libanais qui étaient optimistes avec le départ syrien, je leur ai toujours dit, derrière la Syrie, il y a l'Iran. Derrière l'Iran, il y a la Russie. Et derrière la Russie, il y a la Chine. Je te laisse ce discours en 2005, sachant que déjà les axes régionaux de l'après-guerre froide, même au Liban, commençaient à se structurer, à se cristalliser. Donc, on va avoir notamment, après Rafik Hariri, pourquoi? Parce qu'en effet, il y a une Syrie qui affaiblit. L'affaire irakienne en 2003 va retourner en quelque sorte les cartes dans la région. Les États-Unis envahissent l'Irak. L'Irak, qui est en fait une Syrie inversée. La Syrie, les Alaouites, 15% de la population qui tiennent une population à 75% sunnite. L'Irak, c'est l'inverse. Les sunnites arabes, puisque les Kurdes, 15% de la population tiennent une population qui est à 65% chiite. Donc, en fait, ceux qui sont révoltés, les États-Unis, dans leur grande intelligence géopolitique, on le reconnaît, comme dirait le président Rougeron, n'est-ce pas? Je me rougeronise dans mes expressions pendant. Les États-Unis, dans leur grande intelligence, n'est-ce pas, géopolitique, ont quand même sont arrivés à mettre des chiites pour un peu un fourneau d'or en Irak. Alors c'était d'une part un émirat sunnite que les Britanniques avaient fait, et ensuite c'était un pays qui avait été tenu par le Basse, et d'en faire un satellite de l'Iran, dans une certaine mesure. C'est le GI. Quand on dit les Américains sont des GDI géopolitiques, on ne sait pas jusqu'où ça va. Et en effet, devant cette invasion américaine, la Syrie, elle, les Américains vont demander des services aux Syriens. Alors en disant, il faut que vous nous aidiez en Irak. Mais oui, parce que, en effet, vous nous aidez, on m'a fait à tenir l'Irak, il n'y a pas à avoir de djihadistes. Que va faire la Syrie? Elle va faire le contraire. D'une part, parce que la Syrie craint ses 75% de sunnites, notamment travaillés par les frères musulmans, et toute complicité de la Syrie vis-à-vis de l'Irak, pourtant je ne défends pas, j'ai jamais défendu le régime syrien, fait que la rue syrienne sunnite risque d'exploser. Que fait la Syrie? D'une part, elle ne soutient pas notamment la présence américaine en Irak, et qu'est-ce qu'elle fait? Dans ces prisons, la quasi-totalité de ces prisonniers politiques sont des frères musulmans, et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de les écouiller ou les condamner, on les envoie en Irak, on s'en débarrasse. Où ils vont former Al-Qaïda, l'État islamique, etc. Et donc, que font les États-Unis? Ils s'aperçoivent que la Syrie occupe le Liban. Alors qu'en 1976, Kissinger avait donné feu vert notamment à la Syrie pour occuper le Liban. Le leitmotiv de Kissinger, du département d'État, c'était « If you want peace, give Lebanon to Syria ». En disant, pour que la Syrie prenne le Liban, il faut que la souveraineté libanaise disparaisse et tenue par les chrétiens. Concernant les chrétiens, disait Kissinger, un tiers mourront, un tiers se soumettront et un tiers émigrera. Voilà, ça c'était la politique américaine. Y compris celle de la France de Giscard d'Estaing, qui a soutenu ouvertement les Palestiniens, etc. Les chrétiens ont été soutenus par eux-mêmes, et pendant un moment, pour des raisons stratégiques, par Israël, qui a armé notamment les forces libanaises, qui restaient aux Palestiniens ensuite tout seuls. Ensuite, avec l'affaire irakienne notamment, les Américains vont faire pression pour que les Syriens quittent le Liban. Pourquoi? Parce qu'ils s'aperçoivent que le Liban, c'est l'appât dans la bouche des Syriens. Et que pour les punir, en effet, on s'aperçoit que leur bulbe de survie,
tient leur présence au Liban. D'ailleurs, on a bien vu 2005, retrait syrien du Liban, fin des bases financières du régime Assad, et 2011, début de la guerre civile en Syrie. Le retrait syrien du Liban a été un affaiblissement considérable du régime d'Assad. Et là-dessus, il y a eu en effet, alors, des forces politiques libanaises qui sont engouffrées dans la brèche, notamment un retournement. Alors, le derviche tourneur de la région, c'est Walid Jumblat, lui qui donne toujours la température, qui a été côté palestinien, pro-syrien, bien que Hafez al-Assad ait fait assassiner son père, parce que son père était trop proche des Palestiniens et que les Assad ont toujours voulu éliminer la carte palestinienne au Liban, lui pense qu'il va y avoir retournement, donc se tourne à un moment du côté Hariri, dont il est proche, et Hariri lui-même, homme de l'Arabie Saoudite, proche des États-Unis, qui commence à s'opposer notamment à la présence syrienne. Ce qui ne plaît pas du tout aux Syriens. On sait pas, Hariri est convoqué en septembre 2004 à Damas. Bachar al-Assad lui dit « Je vais prolonger de 3 ans le président Laroute, qui est mon homme. Tu ne veux pas un président, si ça ira mal pour toi sur tous les plans, je casserai le Liban sur ta tête. » Et c'est ce qui s'est passé. 14 février 2005, Hariri est assassiné dans un attentat à Beyrouth, commandité par le sommet de l'État en Syrie et exécuté par un service de renseignement syrien et par le Hezbollah. Pourquoi ? Parce que le Hezbollah chiite, en effet, voyait mal un homme fort à la tête des sunnites. Et en effet, détruire Hariri, c'était en quelque sorte amenuiser la force de représentation. D'où le fait que d'ailleurs, le tribunal international des Nations Unies qui a été créé, ce sont surtout des membres du Hezbollah qui veulent incriminer. Madame, avec question. Je ne comprends pas pourquoi dit. Quel était l'intérêt des Américains d'éblouir les chrétiens? Parce qu'ils voulaient donner en 1976 le Liban à la Syrie et que la résistance du Liban, la résistance nationale au Liban, c'était essentiellement les chrétiens. Donc en éliminant les chrétiens, on favorisait d'autant plus la mainmise de la Syrie sur le Liban. Mais quel intérêt pour eux de donner le Liban syrien? La paix dans la région, le fait que la Syrie signe la paix et qu'elle ne cherche pas également à se faire rétrocéder le Golan par Israël. Le Liban, c'est la compensation du Golan. Parce qu'Israël ne veut pas rendre le Golan, c'est un verrou stratégique. La preuve, c'est qu'Israël l'a annexé en 1981, vote de la Knesset. Et ensuite, je crois qu'il y a une loi israélienne qui fait qu'ils ne peuvent le rétrocéder que par une majorité des 2/3 des 4/5 de la Knesset. Donc, le Golan, c'est pas négociable pour les Israéliens. Ils ont pu céder de Sinaï à l'Égypte, se retirer du Liban Sud. Ils auraient pu négocier un moment sur la Cisjordanie, mais sur le Golan, ils ne veulent pas entendre parler. C'est encore sorte de la compensation. Alors ensuite, donc, le jeu va être renversé, puisque notamment un certain nombre de partis vont se retourner contre la présence syrienne. Alors notamment Rafik Hariri, un bloc sunnite important, Jumna dans un premier temps, et également l'ensemble des forces chrétiennes. Alors, les forces chrétiennes ont depuis une nouvelle configuration, puisque après la guerre, les anciennes milices, notamment les forces libanaises, ont formé des partis politiques. Amal aussi a formé un parti politique. Le PSP, qui était une milice, a formé un parti politique. Et les Kataïbes, dans un premier temps, alors c'est un peu compliqué, se sont détachés des forces libanaises, et aujourd'hui se sont plutôt réunis. Je vous passe là-dessus parce que l'histoire est un peu compliquée entre les deux. J'ajoute ça à la confusion, qui j'espère n'est pas trop avancée dans vos esprits. Que je n'ai pas également favorisé l'histoire. Oui, j'ai mis la confusion ou pas? Non. Quels sont ceux qui, honnêtement, pour qui j'ai lu de la confusion dans les esprits? Jusqu'à voir à savoir. J'ai quand même pas eu du lumière extraordinaire. J'ai quand même pas eu d'autres vos esprits. J'ai pas aimé mais ça laisse concluser ça. Je ne suis pas un homme de la lumière et encore moins des lumières. Je peux pas vous l'appeler, mais c'est bien. Là-dessus, on peut pas creuser à ce porcher. Alors là-dessus, en effet, le pays va se scinder depuis 2005, et c'est une césure qu'on retrouve toujours, entre deux forces, alors qu'on va appeler, tenez-vous bien, les forces du 8 mars et du 14 mars. Pourquoi?
Parce qu'en 2005 vont être organisées à quelques jours d'intervalle 2 manifestations. Le 8 mars, ceux qui pensent qu'après l'assassinat d'Hariri, il y a des manifestations, il faut toujours que la Syrie garde un rôle au Liban. Alors, qui on trouve dans le 8 mars? On trouve bien sûr le socle 8 mars, les chiites, Hamal et le Hezbollah. On va trouver les Maradas tout proches, également des chrétiens, et également par un retournement total côté chrétien qui avait Aoun. Aoun qui est un homme qui n'a qu'ambition de conquérir le pouvoir, qui a provoqué une guerre, etc., qui a provoqué des milliers de morts en s'opposant à la Syrie, ben, une fois retourné au Liban, retournement d'alliance, va se mettre du côté syrien. Hein, parce que notamment ses ennemis des forces émaillées des Kataeb, alors Aoun également, qui va rejoindre le 8 mars, qui va être la caution notamment chrétienne, qui va passer un accord avec le Hezbollah pour quelles raisons avant tout? Ben pour des raisons électorales. C'est qu'aujourd'hui, la configuration électorale au Liban, les circonscriptions est telle, c'est qu'un tiers des députés chrétiens ont besoin des voix chiites pour se faire élire. Et qui amène les voix chiites? Principalement le Hezbollah. C'est quelle partie Aoun, le courant patriotique libre. Donc tout ça, c'est le 8 mars. C'est-à-dire tout ce qui est pro-syrien, pro-iranien, Aoun et Marada chez les chrétiens. Alors, en effet, vous allez avoir les anciennes familles chiites Karamé, elles, qui sont plutôt 8 mars. Pourquoi? Parce qu'elles se sont opposées au futur. On verra. Donc, vous avez également Jumblat, lui, des deux côtés. Et vous avez ce qu'on appelle le 14 mars, parce que le 14 mars, c'est la contestation anti-syrienne, le 14 mars de Nissan. Et là, 14 mars, vous avez les forces libanaises, dirigées par Samir Jaja, les Kataeb, dirigés par Sami Chemayer, fils d'ami, le futur, qui forme le 14 mars. Alors, il y a également, assez curieusement, dans le 14 mars, vous avez même la Jamaï Samia, des islamistes. Les frères musulmans sont dans le 14 mars, par hostilité à la Syrie et au Hezbollah. Les alliances sont un petit peu complexes, mais je ne vais pas aller au-delà de la tout préciser. Donc, aujourd'hui, vous avez au Liban une configuration qui n'est pas confessionnelle, mais néanmoins qui pourrait tendre à le revenir. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, vous n'avez plus de président. Et la particularité, c'est que le président de la Chambre est chiite, mais les chiites choisissent le président de la Chambre. Le Premier ministre est sunnite, ce sont les sunnites qui le choisissent, mais le problème, c'est que le président chrétien, aujourd'hui, ses fonctions ont été édulcorées par Taïf, il a beaucoup moins de responsabilités, de prérogatives qu'il en avait avant, et surtout, on invente un quorum des 2 tiers, où les chiites, notamment, entre autres, le Hezbollah, Hamal, refusent de siéger. En effet, si eux, ils n'ont pas, en effet, une voix déterminante pour désigner le président chrétien. Ce qui, pour moi, est une atteinte au pacte national libanais. Parce que si les chrétiens ont président, ils doivent pouvoir notamment le désigner. Or, en effet, on veut un président chrétien aujourd'hui qui rentrerait dans les canons de la politique du Hezbollah. Leur candidat, c'est Stamon Prangier, notamment. Et aujourd'hui, en effet, les chrétiens, depuis 2 ans, risquent, en effet, si c'est de perdre la présidence, du moins d'avoir une présidence édulcorée, qui est un président qui est un président de consensus, voire d'abandon de leurs prérogatives, plutôt qu'un président fort. Par exemple, un chrétien fort, aujourd'hui, Samir Jaja, Sami Gemayen, en effet, qui sont représentatifs des courants chrétiens majoritaires que sont les forces libanaises et Qatar. Donc, on a aujourd'hui, en quelque sorte, une présidence de la République et des chrétiens qui doivent se soumettre, en effet, à un veto sunnite et surtout chiite. Oui, le président est nommé, il est élu par la Chambre. Il est élu par la Chambre, et là, dans la Chambre, il y a effectivement, dites, les chiites. Alors, la chance, vous avez 128 députés, 64% musulmans. C'est vrai. Et elle a bien sûr pour tes thèmes. Vous avez les chiites plus leurs alliés, si vous voulez, en effet. C'est pas seulement leur vote. Le sang était la majorité, mais ils ont établi qu'il devrait y avoir un quorum des 2 tiers. Alors, c'est pas écrit dans la Constitution. Voilà. Monsieur, oui. Il faut préciser que maintenant, il y a un Joseph Hahn qui est alors le commandant en chef de l'armée, voilà, qui est au président alors honorifique, qui représenterait un consensus. Oui. Bon, Joseph Hahn qui a plusieurs désavantages, c'est qu'un, il n'est pas francophone, c'est dommage, pour un Libanais, un chrétien. Et ensuite, il est commandant en chef de l'armée. Alors certes, c'est un maronite, mais l'armée aujourd'hui, on sait, l'armée a que pouvoir.
elle est aujourd'hui supplétive du Hezbollah. Hein. Le Hezbollah, en termes de puissance d'effectifs, c'est 20 fois l'armée libanaise. Ah, Alors, part de Joseph Aoud qui sera un palier de consensus. Alors, il y a un problème parce que le CPN, on ne devrait pas à un moment, etc. Mais il serait a priori, en tout cas, alors le 14 mars, les Kataeb et les forces libanaises que le présentait Michel Mouawad, un président, puis l'ancien président assassiné. Aoun serait peut-être consensus. Néanmoins, aujourd'hui, on ne veut pas donner un blanc-seing à Aoun comme ça. Joseph Aoun. Monsieur? Peut-être tu peux expliquer, peut-être que j'ai dans le film, les Russes dans tout ça, est-ce qu'ils existent toujours politiquement? Est-ce qu'ils ont des partis? Est-ce qu'ils ont... Alors, les Druzes, vous avez en effet Jumblat qui est l'élément fort, le parti Sezofouez. Et son concurrent, en fait, c'est le Tat Arsal, parce que la famille Arsal, c'est l'autre famille féodale concurrente des Druzes. Et les Arsal, c'est le Parti démocratique libanais, je viens d'en parler. Qui est justement pour ça, ce qui est néocratique, c'est pas avec des grands guillemets progressistes, gauchistes, etc. Est-ce que dans 30 ans où il y a eu gauchisation un peu, je trouve, de la jeunesse arabe, même si Gauchisation de la jeunesse arabe, ouais. Est-ce que du coup, ces genres de partis Quelle jeunesse arabe se gauchise? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt islamisation, d'ailleurs? Quelle jeunesse arabe? Est-ce que si, au Maghreb, est-ce islamiste ou est-ce gauchiste? C'est-à-dire qu'elle est quoi? Que la Palestine est une cause absolue? La Palestine est... Alors, on a parlé des islamo-racistes, qui pour moi est du contresens. Parce que là, c'est là, et justement, c'est ça que je dis, ce que les Druzes vont avoir à l'époque aussi. Et les Druzes, les Jumblat, c'est pas pour leur intérêt dans un tel félodo. Hein, ils utilisent notamment le paravent du gauchisme, l'international socialiste. Les Druzes, c'est même pas 5% de la population. C'est-à-dire que leur poids politique au Liban est hypertrophié par rapport à leur poids démographique. Mais ils sont là parce qu'ils ont su épouser des causes. Kamal Jumblat était des leaders notamment du camp pro-palestinien en 75. Et en 77, Hafez al-Assad l'a fait exécuter. Pourquoi? Parce que, on sait très bien, les Assad sont rentrés en Syrie pour une raison, c'est pour mettre un coup de matraque sur la tête de l'OMP. Parce que Assad a une détestation de Arafat, et que Assad ne voulait pas que la carte palestinienne lui échappe. Parce qu'il savait que c'était une carte arabe pour progressiste qui allait contre ses intérêts. Oui, il a tapé, vous savez, Hafez al-Assad l'a même avoué à Jumblat. Un jour qu'il avait convoqué Walid Jumblat à Damas, Jumblat commençait à avoir des velléités d'indépendance et qu'il dit Walid, calme-toi, tu es à la place où était ton père. Voilà, de façon froide. Hafez al-Assad était là, donc plus froid que son fils, etc. Grande intelligence, il est un animal à sang-froid. Il avait dit à Jumblat, ce que j'ai fait avec ton père, je peux le faire avec toi. Et Jumblat a embrassé la main pendant des années du leader syriens. Il a peut-être, vous savez, il y a un proverbe arabe que Jumblat a bien compris, c'est qui dit la main que tu peux pas briser, embrasse-la et demande à Allah de la briser pour toi. Ça, c'est très pratiqué dans le monde arabe, notamment au Liban. Oui, je voulais savoir, avant on parlait du Liban comme a su mis un mois, il y a un an. Alors, en 75 de conflit, en 2005, tu as dit et coupé en deux. Et en fait, on se demandait, avec cette règle Paris du statut personnel, c'est-à-dire, bon, quelle modalité dans la société ça veut dire que vous avez dit que les Maronites ne payent pas d'impôts, par exemple? Non, ils ne payent pas d'impôts sur les 10 000. L'islam politique, tout le monde au Liban, ceux qui ne payent pas d'impôts, c'est le Hezbollah. Par exemple, le Chimet sont exemptés d'impôts au sud parce qu'ils sont dans la résistance. Quelle est la modalité de... Le statut personnel, ça veut dire qu'en matière de succession, de divorce, vous êtes régi par votre statut personnel. Exemple, chez les sunnites, chiites, par exemple, les femmes ont la moitié de la succession des parents. Par le divorce, les maronites ne l'admettent pas, les musulmans et les orthodoxes l'admettent. Voilà. Ça, c'est une différence au statut personnel. Alors, il y a également des hypocrisies. Exemple, qu'est-ce qu'on fait? Heureusement, l'amour dépasse les confessions. Donc, il y a des beaux mariages. Non, Mais c'est Sami Jemaya, le chef des Kataeb,
pourtant le parti originaire maronite, c'est marié avec une musulmane. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, souvent, ils vont à Chypre. Et ils déclarent leur mariage. Alors, en effet, on a posé la question, notamment d'une communauté laïque, en effet, et la possibilité de mariage civil. Alors, l'ancien président, Elias Raoui, avait ouvert le dossier du mariage civil. Alors, qui s'y sont opposés? Eh bien, tous ces entourbalés ou mitrés s'y opposaient, c'est-à-dire les curés au sens large. Les imams, les curés, etc. se sont opposés. Pourquoi? Parce que, d'une part, le mariage civil, très peu admis dans les musulmans, et en termes de solidarité entre les confessions, via le clergé mahami, également indique que le mariage civil, Kalorab, etc. Le pays, je rappelle que le mariage civil existe en certains pays, il existe en Tunisie, il existe en Turquie, etc. Et le pays dit quoi? Le pays fait rien du tout. Les Lituaniens, c'est-à-dire que le pays, aujourd'hui, il faut savoir que le Liban, à partir des années 50, était en quelque sorte ce qu'on appelle, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, le back-office des pays pétroliers. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas le Qatar, il n'y avait pas les Émirats, c'est-à-dire que les assurances, l'ingénierie, tout notamment du Golfe, la banque venait du Liban. J'ai connu par exemple quelqu'un qui m'a dit que son oncle était celui, à tel ingénieur, qui avait bâti Qatar. C'est-à-dire qu'il avait tout fait au Qatar, années 50-60, il avait construit les routes, les ponts, l'adduction d'eau, le gaz, etc. Il avait tout fait. C'était des Libanais. C'était le clé des services du Proche-Orient. Ensuite, tout a été défrit. Aujourd'hui, l'ingénierie financière, les assurances, la banque, elle est à Dubaï, elle est à Abu Dhabi, elle est à Doha, etc. Et même en Arabie Saoudite. Même l'Arabie Saoudite a beaucoup progressé sur le secteur des services. Au Liban, en Libye, rien, etc. Pas grand-chose. Et il y avait le tourisme, hein, dans les années 60-70. On allait passer ses vacances à Beyrouth, au front de mer, on allait skier, et puis le lendemain, on allait à la plage, etc. C'était ça, le Liban. Il faut voir les films années 60, ce qu'était le Liban. Hein. Beaucoup de gens allaient passer les vacances au Liban. Ensuite, les Saoudiens donnaient, mais moi j'ai des vies dans des années lumière, mais c'était tout ce que j'appelle le tourisme alcoolique. Voilà, c'est-à-dire que... Mais vous aviez tout le Golfe qui débarquait, vous aviez également toute la bourgeoisie syrienne qui débarquait à Beyrouth, et des prohibés, etc. Et puis surtout les régions chrétiennes, moi, un chiite m'avait... Ouais, le soir, etc., où il avait sympathisé avec un chiite dans un resto, etc., il m'avait dit, je viens ici parce que chez moi, dans le sud de Beyrouth, je peux tout boire un goût d'alcool, etc. Ça avait favorisé la convivialité. L'alcool a toujours favorisé la convivialité, y compris à Beyrouth. Hein. D'ailleurs, la grande consommation d'alcool venait principalement des populations musulmanes libanaises, mais également le Golfe, etc. Hein. Moi, je connais des responsables d'hôtels qui me disaient qu'il y avait des neveux de la famille saoudienne. C'était une caisse de Dom Pérignon, une caisse de Bordeaux, une caisse de crêpes par jour. Hein. Ouais. Il faut pas désespérer de nos assaisonnements. Moi, j'ai jamais désespéré. Oui. Ah, il y a des questions. Qu'est-ce qui a fait que Hezbollah, par qui a été soutenu pour qu'il soit autant armé et qu'il y ait autant de ramifications dans le... Eh bien, pour une raison, c'est que le Hezbollah, c'est en quelque sorte l'enfant que les Syriens et les Iraniens ont fait au Liban. Voilà, du temps de l'occupation. La Syrie avait bâti une alliance stratégique avec l'Iran. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'une part, la proximité. C'est que l'Iran a bâti un croissant chiite. L'Iran, l'Irak aujourd'hui, grâce aux États-Unis, revenu aux mains des chiites. Les Alaouites qui sont plus proches des chiites parce que historiquement leurs ennemis sont les chiites. Et le Liban avec une communauté chiite qui forme aujourd'hui 35-40% de la population, qui est la communauté la plus importante. Un accès méditerranéen. Voilà, ensuite. Et le Hamas, n'oublions pas que le Hamas, sunnite, mouvement issu des frères musulmans, qui était financé jusque dans les années 2000 par l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc., est un moment, alors c'est vrai que les frères musulmans ont une proximité avec l'Iran, c'est un peu plus compliqué, mais le Hamas est tombé également dans l'escarcelle de l'Iran, alors que c'est un mouvement sunnite, exclusivement. Pourquoi? Parce que tu fais de l'alliance stratégique entre la Syrie et l'Iran. La Syrie, en plus, qui utilisait le Hezbollah contre Israël, a laissé en quelque sorte le Hezbollah être armé, et le Liban
alimenté notamment l'armement. Et ensuite, avec le retrait syrien, paradoxalement, les Syriens n'étaient plus là. Les Syriens étaient responsables du Hezbollah quand ils occupaient le Liban. Ensuite, à partir de 2005, c'est véritablement le Hezbollah qui s'est émancipé, bien sûr, de la présence syrienne et qui a pris en main stratégiquement le pays. Donc aujourd'hui, en effet, le Hezbollah, moi, comme me l'a dit quelqu'un très proche du régime syrien, c'est plus la Syrie aujourd'hui qui actionne le Hezbollah, c'est le Hezbollah qui actionne la Syrie. Parce qu'il faut savoir qu'en Syrie, au bout de 6 mois de guerre, les troupes d'élite en Syrie, qui ont été lancées dans la reconquête, en effet, dans la reconquête, sont pratiquement toutes des troupes alaouites. Ce qu'on appelle les Kantéos, les troupes d'élite en Syrie sont des alaouites, elles ont été décimées. Donc, quand il a fallu faire la reconquête de Homs, etc., d'un certain nombre de villes, les Syriens ont fait appel à qui? Aux troupes d'élite, au Hezbollah, aux unités combattantes des Pasdaran iraniens et aux milices chiites irakiennes, pas toutes pro-iraniennes, parce qu'il y a des milices chiites irakiennes qui ne sont pas notamment celles de Moqtada Sadr, qui ne sont pas pro-iraniennes. Mais aujourd'hui, le Hezbollah, aujourd'hui, c'est pratiquement lui qui contrôle la Syrie. Qui est présent en Syrie, vous avez des quartiers au Hezbollah. On avait tué Imam Mourier, notamment en Syrie, il y a quelques années, parce que les quartiers sont réservés au Hezbollah. C'est le Hezbollah qui a fait la reconquête, notamment, qui a combattu en Syrie, qui a été même un élément déterminant dans la survie du régime syrien. Et il a été surarmé. L'aéroport de Beyrouth, il y avait des terres en Beyrouth et le Hezbollah a été surarmé. Oui. Sur le statut personnel, c'est indiqué sur les... Ça n'est plus indiqué en 1991, ça a été indiqué jusqu'en 1991. Alors, la mention était indiquée dans la carte d'identité des passeports. Avant, il y avait la confession. Ensuite, elle a disparu. Ensuite, les gens se déclarent... Non, c'est déclaratif. C'est déclaratif, oui. Avant, c'était mentionné jusqu'en 91 sur les passeports. Il y avait son appui rite. Grec catholique, maronite, sunni, chiite, etc. Alors, je crois que c'était monsieur qui avait eu... Oui. Je vais votre avis, pourquoi Carlos Ghosn est si réfugié au Liban? Parce qu'on est bien au Liban. Parce que, tout simplement, le Liban n'extrate pas. Il est libanais? Il y a les Libanais, Brésiliens, Français. Il y a 3 nationalités. Parce que, d'une part, il est de là-bas, qu'il a déjà une petite force du personnel de 200 millions d'euros, et notamment un grand domaine viticole hôtelier au Liban. Il donne des cours gratuits à l'ESA, l'école supérieure des affaires de Beyrouth, qui est l'HEC libanaise. Il est très bien au Liban, je pense. Il est mieux que chez les Japonais, je pense. J'ai jamais vécu au Japon, mais je préfère quand même le Liban, même aujourd'hui, pour y avoir vécu quand même au Japon. Alors, il y a des questions déjà, monsieur. On évoque la libanisation de la France. Un compliment ou est-ce péjoratif? Alors, on risque de prendre des gens en rebrousse-poil. Pour moi, ça devrait être un compliment parce que la libanisation, ça supposerait qu'on ait des chrétiens qui résistent. La libanisation, oui, ça vient qu'on n'est pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense. Il n'y a pas d'animosité entre les chrétiens et les musulmans au Liban, je peux vous le dire. J'ai parlé de l'alcool, mais aujourd'hui, 80 et 90% des gamins musulmans vont dans les écoles chrétiennes. Croyez-vous que si les musulmans détestaient les chrétiens, ils enverraient leurs gosses dans les écoles chrétiennes? C'est pas à Marseille. Dans les quartiers de Marseille, en Seine-Saint-Denis, les familles musulmanes qui veulent s'en sortir, moi j'en connais, j'ai vécu dans le 9-3, donc les musulmans, moi j'ai grandi avec eux. Ma génération qui a passé 50 ans, ils envoient tous les gamins aux écoles catholiques, dans les écoles catholiques. J'ai même un ami musulman très pratiquant qui m'a dit, même s'il faut les envoyer chez les cathos tradis, je les enverrai chez les cathos tradis. Ils préfèrent à la limite Saint-Publice que les écoles laïques. Mais ça, je les comprends. Voilà. Il faut savoir quand même qu'en France, nous avons un problème également, c'est que face à l'islam, c'est le néant. Or, le musulman est quelqu'un qu'on doit respecter, mais vis-à-vis duquel on doit se faire respecter. C'est pareil. Et au Liban, en effet, le musulman, en effet, respecte ce maronite, ce chrétien. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que
il y a eu des prêtres, il y a eu une fois dont les partisans d'Aoud sont allés molester le patriarche pendant la guerre, etc. C'était très mal ressenti par les musulmans. Ça a été mal ressenti, disons. Je pense qu'en France également, il y a un problème avec les musulmans en France, parce que les musulmans se sont trouvés dans un pays, en effet, qui ne leur ressemble pas, qui ne respectent pas, qui sont amenés à ne pas respecter. Il y a ça aussi. Le problème de l'islam vient des Français, pour moi, en bonne partie. Des Français qui ne sont pas respectables et ne se font pas respecter, les deux à la fois. Donc, moi, je voudrais bien l'alpanisation, c'est parce que c'est la fragmentation, etc. Oui, il y a une communautarisation avec la poussée d'immigration. Les gens vous parlent d'islamisation, mais l'islamisation ne vient pas à partir de là. Elle vient à partir de l'immigration, du communautarisme, et en effet du fait qu'on ne veut plus assimiler les personnes, etc. Et puis aussi le fait que c'est... à quoi demande-t-on aux musulmans de s'intégrer? Est-ce qu'un musulman peut s'intégrer à la Gay Pride ou à la théorie LGBT ou à la théorie du genre? C'est tout à fait impossible. Oui, bah, ça c'est légal. C'est tout à fait impossible. Un pays, je connais bien, la Turquie, pour y séjourner longtemps, on va dire. Quand Erdogan a été réélu en 2023, quels ont été ses premiers mots? Personne n'en a parlé. Erdogan a dit en turc, la différence entre les autres partis et nous, chez nous, les LGBT ne gagneront jamais. Et ça, c'est dans la tête des populations musulmanes, etc. Aujourd'hui, en effet, vous ne pouvez pas, en effet, demander aux musulmans de respecter un pays qui considère comme décadent et qui tombe. Et l'islamisation, elle vient de là aussi. Elle vient de là parce que l'islam, à mon sens, remplit un vide. Alors, c'est sûr qu'à l'islamisme, il y a les radicaux, la racaille, les voyous islamistes, d'ailleurs, sont tous des types qui sont passés par la drogue, la police, la banque, l'humanité, etc. Il n'y a aucun musulman pieux, soufi, etc. là-dedans, pour en être sûr. Hein. Vous ne croyez pas la gauchisation des musulmans? Mais qu'est-ce qu'on appelle la gauchisation? Dans les années 60, des gauchisation, moi je crois qu'il y a plutôt une réislamisation. Une gauchisation du monde arabe, oui, parce que il y a en effet... Mais qu'appelle-t-on une gauchisation? Croyez-vous véritablement que les musulmans peuvent épouser les termes de la gauche, etc. J'ai entendu, moi, un musulman qui a dit à Rima Hassan, ma chère Rima, tu ne peux pas lutter aujourd'hui contre ce qu'ils appellent l'ennemi israélien en te mettant du côté de Sodome et Gomorrhe. C'est à peu près ça. Oui, monsieur Kluger. Faites référence à Youssef Indy, malheureusement. Je sais pas si Youssef Indy a dit ça. Je suis pas un mort pour Sticker, je suis pas d'accord avec tout ce que dit Youssef Indy. Dans les conclusions, dans les analyses, oui, peut-être, mais je suis malheuriste. Moi, le risque qui me fait peur, c'est que je vois plus de musulmans dans la jeunesse penser comme Rima Hassan que penser comme Youssef Indy. C'est Abdel Gestol. Youssef Indy, c'est déjà une certaine exigence pour reconnaître ça. Ensuite, moi, je suis pas partisan de lui. Je l'ai rencontré, je participé à des nœuds parce que moi, j'écoute et je rencontre tout le monde. C'est un homme qui est susceptible d'intérêt. Ensuite, je pense qu'il a une systématisation anti-américaine, un certain nombre de tropismes également, qui vont trop loin, qu'il exagère le rôle d'Israël, etc. Parce que bon, ça ne faut pas non plus trop exagéré. Mais au moins, si les musulmans se cultivaient, il ne faut pas croire non plus que le reste musulman est un culte en France. On travaille sur la culture. Il y en a quand même certains qui sont cultivés, etc., dans nos organisations. Mais en effet, moi, je suis assez... Aujourd'hui, on leur vend une espèce de sous-culture, une espèce de bouillie qui fait qu'ils portent une idéologie islamiste dans leur tête et de la tête aux pieds, un truc à l'américaine, comme mémoire américain, etc. Voilà. C'est ça le problème. C'est qu'en France, je voudrais une chose, très honnêtement, il y a un problème, en effet, avec ce que sont les musulmans en France. Pas tous, mais dans leur globalité. Moi, personnellement, j'en fréquente en Turquie, j'en connais qui sont Maghreb, j'en ai vu au Liban. Il y a quand même plus d'équilibre chez ces populations. Les musulmans en France, il faut le dire, une bonne partie des musulmans sont des gens déséquilibrés. Pour un certain nombre de raisons. Il y a une schizophrénie, en effet, qui les traverse. Ça, c'est pas faux. Et moi, je veux dire, les musulmans, moi, j'en ai beaucoup. Autant peut-être que les amis catholiques, enfin, ce qui reste de catholiques, etc. Mais je leur dis en face, le conçoit tout à fait, qu'il y a aujourd'hui, en effet, un déséquilibre sur une terre qui n'est pas une terre d'islam, une terre qui cherche à conquérir en sachant que c'est une société qui leur convient pas. Voilà.
Oui. Que ce soit l'armée libanaise au-delà du Hezbollah, l'unité de commandement armée libanaise qui va au-delà du Hezbollah, et quelle est la capacité militaire après les événements qu'il y a eu? Elles sont faibles, elles sont très faibles. C'est une armée, c'est une espèce de super gendarmerie. Elle n'a pas d'avion de chasse, très peu de bateaux. Pour voir la distance de Russie, ça va se m'appeler la guerre hybride, c'est que sur la guerre hybride. Est-ce qu'il y a bien... Elle est là, je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'elle a très peu... 2006, elle a très peu résisté en armée libanaise. Là, un, elle a très peu résisté. Deux, il faut aussi dégonfler vite de l'E6 cette fois. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui statufient la guerre des 33 jours en disant ça a une branlée en frontale. Et beaucoup de gens qui aiment moyennement l'armée israélienne disent c'est bien fait pour eux. Déjà, premièrement, c'est croire à l'invincibilité de l'armée israélienne qui est un mythe militaire. Vous ne trouverez pas un stratège de renom, ça Benoît Villan particulièrement qui a coordonné le dernier gros dossier sur les grandes armées de l'ère moderne, ça n'y figure pas. Tzahal a une force qui est de vendre ses meilleures actions, exactement comme le Mossad. L'exemple que je donne toujours, c'est la mort de Yahya Ayash, le chef des brigades Zélim El-Qassem, la branche A des artificiers du Hamas. Il décroche son téléphone, il est décapité, 45 grammes d'explosifs dans la batterie, mais enfin, Israël dit, vous avez vu ce qu'on est capable de faire. Ils s'y sont pris à 6 fois pour le buter. Ils s'y sont pris à 6 fois. Mais ça, ils vous l'ont dit 40 ans plus tard. Israël a eu de cette force-là. Mais il n'y a pas d'invincibilité de l'armée israélienne, il n'y en a jamais eu. C'est créé sur le mythe de la guerre des 6 jours. La guerre de 6 jours, qu'est-ce que c'était? C'était le fait de bousculer des armées arabes qui étaient totalement désorganisées. D'accord? La guerre des 33 jours, Israël n'a pas été battu. Je vais vous donner l'exemple de ce qui a été le grand fait d'armes du Hezbollah, qui était la destruction d'une vingtaine de Merkava, qui sont des chars lourds israéliens. Il y en avait plus. Il y en avait entre 30 et 40, même plus. Savez-vous combien de Merkava ont été réellement détruits? Un seul. Tout le reste ont été détruits comment? Le rapport à lire est fascinant. Le ministre de Finances de l'époque, Benjamin Netanyahou, a divisé le temps d'entraînement des tankistes par 3. Les tankistes, mal fait pareil, ont embourbé leurs Merkava, sont morts de trouille et les ont fait sauter. Et ils sont restés au Liban, ça c'est sûr. Voilà, ils sont restés. Alors, ils ont bien été détruits. Mais ils ont été détruits. Évidemment, pour le mec du Hezbollah en face, vous allez le revendiquer, ça. Le problème, c'est que la commission d'enquête israélienne a été très raide. Parce que Israël a aussi un parlement qui a quand même un peu plus de pouvoir que le parlement français, il faut être honnête. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait que, contre leur armée, un truc simple, il n'y a pas d'invincibilité de l'armée israélienne. Or, si vous voulez, le problème, c'est que l'armée libanaise, strictement, c'est pas elle qui a été au frontal à ce moment-là. C'est pas elle. Le Hezbollah va citer d'une désorganisation lourde de l'armée israélienne. Et ce que l'armée israélienne veut faire là, c'est le faire oublier. Tout simplement parce que toutes les armées mondiales qui ont cru en Tzahal, en 2006, elles ont vu la vérité des prix. Mais aujourd'hui... Ouais, c'est toute question. Est-ce que ça peut aussi tirer... Est-ce que l'armée libanaise actuelle peut défier l'armée israélienne? Non. L'armée libanaise n'a ni avion de chasse, ni véritable navire de guerre, et quelques armes d'autodéfense. Elle est armée... surtout les combattants pas qui va poser quoi? C'est le maintien d'ordre. C'est l'armée libanaise aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le Hezbollah a essaimé un peu partout. La première chose qu'a fait le Hezbollah, quand il y a eu les bombardements, ils sont allés... Alors, la banlieue ouest de Beyrouth, il y a la banlieue sud qui est chiite, et la banlieue ouest qui est sunnite, et qui est même plutôt bourgeoise sunnite. Avant la guerre, c'était mix chrétien-sunnite. Il y avait l'avenue de Hamra, qui était les Champs-Élysées. Toutes les boutiques de luxe, LVMH, tout ça, sont de la ouest. Côté de vacances des musulmans, qu'ont fait le Hezbollah, ils sont passés en moto avec drapeau dans le quartier sunnite. Bien sûr, ils se sont fait casser la tête par la jeunesse sunnite, qui les déteste, etc. Et là, l'armée a dû intervenir. Bon, ils essaient de rentrer dans les quartiers chrétiens, ça s'est pas fait, etc. Parce que maintenant, il y a des armes qui circulent un peu partout, etc. Donc l'armée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à séparer dans les quartiers, etc. Aujourd'hui, le problème qu'il y a,
c'est que le Hezbollah a essaimé un peu partout. On sait même qu'ils ont mis des postes de défense de tir à côté du siège du patriarcat maronite. C'est pour ça que ça vous barre de... C'est ça le problème. Est-ce qu'on sait qu'on a des effectifs énormes ou... L'armée libanaise, autour de 80-90 000. Ah, le Hezbollah Alors, le Hezbollah, en fait, les unités combattantes, sachant que beaucoup ont été décimés en Syrie. Tu disais que c'était dans quoi plus Non, mais le Hezbollah, il y a les unités combattantes d'élite. À mon avis, c'est facilement 30-40 000. Il y a ensuite en armes, au total, tous ceux qui sont en armes sont en 200 000. Sachant ceux qui sont fait exploser les doigts et les oreilles avec les bips, ça, c'était par exemple les combattants, les têtes d'unité, etc. Ils sont capables d'armer 200 000, de toute façon à 200 000. À peu près, avec 30 000 unités combattantes qui sont capables de tenir tête à l'armée israélienne. Monsieur? Oui, je mets une précision que il faut savoir que déjà avec la Hezbollah, un des partis les plus frontaliers un peu, c'est le parti de Claire Haki, qui est le docteur des Houites. Des forces libanaises, frontaliers les plus opposés, vous voulez dire. Moi, j'ai vécu une des fusillades qui se passait en 2022. J'étais encore à l'école, au principe encore il arrive des routes. Et il y a une fusillade à quelques... Oui, le Hezbollah essaie de rentrer dans le quartier chrétien. Ils ont relevé cette mort. Oui, ça a pris cher pour eux. Et... Bah, depuis, oui, ça n'aventure plus dans les quartiers chrétiens parce que les chrétiens sont réarmés, notamment les forces libanaises. Monsieur? Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai parlé de l'ingérence de l'Iran, des monarchies du Golfe, de la Syrie, mais est-ce que la Turquie essaye d'avancer ses pions? Alors, timidement, pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que les sunnites libanais ont été proches des Palestiniens et surtout des monarchies du Golfe. Deux, il y a un mauvais souvenir de l'Empire ottoman. Quand on sait qu'Erdogan, c'est l'homme du néo-ottomanisme qui est lui là-dessus. Alors, il a essayé. Alors, Saad Hariri, le fils de Rafik Hariri, il faut savoir que les Hariri ont beaucoup perdu. C'est-à-dire que Mohamed Ben Salman les a écartés des marchés publics. Leur société est en faillite. Je suis quand même plus sûr. Je crois qu'il n'y a plus de télé, Futur TV, non, je crois qu'ils ont fermé. Ils ont fermé, ils sont en pleine décrépitude. Et je sais qu'à un moment, Saad Hariri a essayé de revenir sur la scène libanaise et est allé voir Erdogan à Istanbul. Pourquoi? Parce qu'Erdogan, aujourd'hui, c'est quand même la puissance sunnitante, avec quand même des pertes, parce qu'Erdogan, avec les révolutions arabes, il a essayé de mettre la main sur la Tunisie, ça a raté, sur l'Égypte, ça a raté, sur la Jordanie, ça a raté, etc. Donc Erdogan est, à mon sens, il est plus un nationaliste turc qu'un néo-ottoman. En plus, les gens du néo-ottomanisme, c'est-à-dire Ahmed Davutoglu, Abdullah Gül, sont des gens qui ont été écartés, qui sont même eux-mêmes écartés du pouvoir. Parce qu'ils reprochent à Erdogan l'alliance avec la droite ultranationaliste du MHP, etc., d'Ougri et sorte, qui, eux, sont vraiment des nationalistes pan-touraniens. C'est les Ougri, notamment, entre autres, le NHP. Le NHP, notamment, a intégré les Ougri, c'est la force de frappe. Alors, Erdogan, en effet, sur la scène politique libanaise, sur les sunnites, peu de relations encore avec les sunnites. Oui, monsieur. Oui, ma question est assez simple en fait, c'est par rapport aux maronites. Est-ce qu'il serait possible ou souhaitable qu'un État maronite se crée? Ça a été un projet, les forces libanaises, caresser si ce n'est un État libanais, un État maronite sur un petit Liban, du moins un bord fédéral réorganisé. Alors le problème qu'il y a, c'est que s'il y avait un État maronite Liban, ça veut dire qu'on lâcherait notamment l'ensemble du Liban. C'est plus à l'ordre du jour, ça. Ça a été pendant la guerre. De facto, il y a eu un État maronite, puisque les régions cathées étaient contrôlées par les forces libanaises. Il y a eu un proto-État maronite, notamment pendant la guerre. Mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour, parce que les populations sont quand même assez mêlées au Liban, sachant également, chose importante, c'est que dans la convivialité là-dedans, ce qu'on appelle la mixité libanaise, vous avez des villages chrétiens et sunnites, chrétiens et chiites, chrétiens et druzes, mais vous n'avez aucun village sunnite chiite, ou sunnite druze, ou chiite druze. Les musulmans entre eux ne peuvent pas le lire ensemble. Ça n'existe pas entre musulmans, déjà.
ils ne vivent pas. Il n'y a aucun village luxe musulman. Déjà, même les quartiers de Beyrouth sont bien segmentés. C'est-à-dire la partie ouest, le nord est sunnite, le sud chiite. Et je peux dire que ça se mélange pas non plus entre les lieux, etc. Mais au Liban, c'est un peu pareil. Et les chrétiens qui sont présents dans la périphérie apportent en quelque sorte toujours cette communauté, ces aides, et puis la présence également des congrégations religieuses, des écoles également, hein, puis c'est les écoles chrétiennes au nord, au sud, dans la Béka, etc. On va prendre une des dernières. Et voilà. Donc, avec elle a lu dire des événements, là, donc Israël va faire le Hezbollah. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce qu'ils veulent même plus. Ils prétendent vouloir. Certains Israéliens prétendent vouloir complètement annexer le Liban. Je pense qu'on ne la laissera pas faire, mais c'est si le Zilanja est détrôné. Ils n'ont pas les moyens. D'accord, ils veulent faire. Ils ne pourront pas retirer le Hezbollah, éduquer le Hezbollah. On n'a pas affaibli. Ils ont du mal. Au bout d'un an de combat, ils n'ont pas éliminé le Hamas. Ils ont, certes. Non, mais là, ils ont détruit ses capacités. Et n'oublions pas qu'en 1978 et 2000, ils ont occupé le Liban Sud, du Litanie. Et c'est quand même, à mon avis, c'est pas anecdotique que ce soit le seul territoire occupé par les Israéliens qui ait jamais été colonisé. Ils ont mis des colonies dans Sinan, hein, de 67 jusqu'en 82. D'ailleurs, c'est l'armée israélienne qui les a expulsés avec un petit peu côté théâtral, etc. Là, ils ont mis des colonies à Gaza. Ils ont démantelé leurs colonies à Gaza par la force. Et ils ont mis par contre des colonies dans le Golan. Là, elles sont amenées à rester. Mais ils n'ont jamais implanté de colonies au Liban Sud. Ils avaient une troupe supplétique qui s'appelait l'armée du Liban Sud. Est-ce qu'ils peuvent quand même bouleverser l'équilibre des choses? Je pense ce qu'ils veulent en effet. Alors Netanyahou dit je veux que le Liban se sépare du Hezbollah. Mais je peux dire qui va prendre les armes aujourd'hui pour combattre du Hezbollah? Personne. Ni l'armée, ni les chrétiens. Personne n'a les moyens, ni envie de faire la guerre au Hezbollah, même si beaucoup, notamment chrétiens et encore plus sunnites, vous disent que ce serait une bénédiction de débarrasser du Hezbollah. Parce que c'est un pays le Hezbollah a phagocyté l'État. Hein. Le Hezbollah tient tout l'État, la sûreté, les ports, les aéroports, les services de renseignement. Le Hezbollah tient tout le pays. Hein. C'est pas seulement l'armée. Hein, le chef de la sûreté nationale qui chapeaute des services de renseignement, Abbas Semari, c'est un homme du Hezbollah. Il contrôle les ports, les aéroports, il contrôle tout. Hein. Le Hezbollah, c'est juste Rabès et les passes seulement sur Beyrouth. L'explosion de Beyrouth, tu as une partie de clientèle de monde famille derrière et de clientélisme Hezbollah. Voilà, parce que le nitrate d'ammonium, c'est l'explosif utilisé sur le Hezbollah. Monsieur? Peut-être que les gens suivent le vent. C'est plus que le Hezbollah, c'est plus ou moins l'Iran. Et que l'Iran crie sur tout le toit, qui aussi est à Israël. Moi, je suis convaincu de ça. En stipulant, comme ils font pas grand-chose. Voilà. Du coup, logiquement, le conflit devrait se tasser dans Middle East. Qu'est-ce que c'est que l'Iran? Que fait l'Iran? Tenir la rue arabe, c'est ramasser le drapeau de la Palestine. Voilà, c'est tout. Celui qui tient la Palestine, etc., c'est l'espèce de grand bluff arabe que Nasser nous a fait, que tout le monde, etc. C'est Hassan II, le roi du Maroc, qui disait la lutte pour la Palestine, c'est le faux aphrodisiaque des régimes arabes. Voilà. C'est ce que disait Hassan II, qui est un homme d'une grande finesse, d'une grande intelligence. Et il avait bien compris que cette histoire de Palestine est qu'un bluff, parce que jamais les Arabes, si les Arabes avaient voulu s'occuper des Palestiniens pour de bon, ils auraient obtenu quelque chose. Depuis longtemps. Ils auraient obtenu un certain nombre de choses, etc. Vis-à-vis d'Israël, les accords Abraham, etc. La Palestine, tout le monde s'en fout. Mais les Iraniens se moquent complètement de la Palestine. Déjà, les Iraniens, pour eux, à l'origine, c'était une affaire arabe. Je vous le rappelle, il y a deux pays qui ont reconnu Israël et sa colonisation, et c'est pas innocent, c'était l'Iran et la Turquie, qui reconnaissent, pour dire qu'ils se contrefoutaient complètement de la question de Jérusalem et de la question de la Palestine. Ils ont reconnu Israël pour un certain nombre de raisons, c'est pas pour rien. D'ailleurs que et l'Iran, alors c'est vrai, ça, et la Turquie, alors les choses ont peut-être changé aujourd'hui, en effet, mais même la Turquie n'a plus de relations chaudes avec Israël, les relations, il n'y a plus d'ambassadeur, hein, je sais, puisque c'est un de mes amis qui est le numéro 2 de l'ambassade de Turquie, donc qui est chargé d'affaires, c'est lui qui tient l'ambassade. L'ambassadeur a été rappelé par Erdogan, il n'est pas prêt de revenir à Tel Aviv. Et Erdogan a dit aussi,
Mais ça encore, c'est la politique intérieure. Erdogan, son levier, c'est l'électorat qui s'est amusé en Turquie. Il y a ce qu'on appelle les Turcs noirs et les Turcs blancs. Moi, je vois les Turcs, vous avez la moitié de la Turquie qui regarde vers la Mecque, vers l'islam, etc. Et l'autre qui ne rêve qu'une chose, c'est la vie à l'occidentale. Il y a 2 Turquies. Et en fait, la Turquie noire est démographiquement plus efficace, et c'est le levier électoral d'Erdogan. Donc Erdogan, pour donner des gages à ce qu'on appelle les Turcs noirs, la Turquie s'est amusée, eh bien on y va à coup de Palestine, etc. Ça coûte pas cher en plus. Et Klitschko, concrètement, vu que c'est déjà sur l'Iran, que l'Hezbollah c'est plus ou moins l'Iran, logiquement, c'est qu'ils se déstacent plus. C'est ce que je pense. Je pense qu'en effet, l'Iran ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il est coincé sur plusieurs théâtres, notamment sur le flanc intérieur où le régime est quand même très impopulaire, très, très détesté, et que, en effet, l'Iran cherche à chercher à un moment à sortir. Je pense que ce qui a gêné l'Iran, c'est les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, en effet, ont fait peur à l'Iran parce que l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn ont fait quand même ce qu'on appelle en plan géostratégique une alliance de revers avec Israël. La même façon que François Ier avait fait une alliance avec Soliman le Magnifique contre le Saint-Empire romain germanique. Le roi très chrétien s'était allié, mais parce qu'il fallait sauver la France du Saint-Empire romain germanique à l'époque. Eh bien, les sunnites, les monarchies sunnites, se sont ralliées à l'Israël parce qu'elles ont senti, non sans raison, que le danger pour eux, c'était l'Iran. Autant. Là-dessus. L'Iran qui était un régime révolutionnaire, ne l'oublions pas. La bomba et la gauchisation en effet arabe, il faudrait voir en effet remonter aux prémices, aux origines de la révolution iranienne, où n'oublions pas que ceux qui ont fait la révolution, c'était tous les gauchistes, tous les fils de la bourgeoisie iranienne. Vous voyez le film Métropolis de cette malheureuse Maria du Trapi qui ensuite ont été les premiers à déguster face aux mollahs, etc. Parce que les mollahs ne sont pas progressistes, je peux dire. Et c'est un petit peu ça, mais c'est pas encore une fois un leurre, je pense. Monsieur ? Et donc, quand je ne sais plus exactement à quelle occasion Netanyahou a avoué un plan, c'était aux Nations Unies, ou d'appeler ça le Grand Israël, où ça comprend une partie du Liban, de la Jordanie. Oh, ça adore, il est après ça. Vous me rappelez ? Non, c'est dans ça, vous avez dans les milieux israéliens, dans les milieux hyper religieux. Oui, en France, ça qui circule. Que les héritiers de Jabotinsky, etc. Bon, des gens qui vous parlent de ce qu'ils appellent Kol Israël, Eretz Israël, c'est ça. Grand Israël, Grand Israël a vécu. Et faut voir ce qu'ils entendent par Israël. Ça va aux frontières de l'Arabie Saoudite. Faut virer une partie du territoire égyptien. Faut muter au nord. Quand tu dis c'est ça, et c'est quelle force, je reste au Saoudien, à quoi ces personnes, je regarde à quoi Yasser, rien d'Israël. Ça sert en fait à envoyer dans les colonies tous les illuminés qui font 10 à 15 gosses, parce qu'il n'y a que ceux-là qui vont dans les colonies, les Lubavitch, etc. Ceux-là, ils pensent que dans les colonies, parce que pour aller vivre dans une colonie protégée par le grand, vivre dans quelques hectares, dans 2 km² en ayant des Arabes autour de vous, etc., et vivre au milieu, il faut quand même, à mon avis, être un peu siphonné. Et donc, les seuls qui vont vivre dans les colonies, regardez-les, c'est les Lubavitch, c'est tous les illuminés, etc., qui d'ailleurs ne sont pas très aimés en Israël, parce qu'ils ne portent pas les armes. Et même les nationalistes israéliens, ni l'extrême droite, ne les aiment pas du tout. Parce qu'Israël a été fondé, quand même, il faut le savoir, par des gens qui ne mettaient jamais les pieds dans une synagogue. C'est-à-dire Ben Gurion, Golda sont des gens qui étaient vraisemblablement athées, marxisants, etc., socialisants. Donc ça sert à quoi, ces gens-là ? Ça sert à Netanyahou à les envoyer dans les colonies, et ça a servi pendant quelques années à faire élire Meir Habib. Je dis ça, je n'ai pas antipathie pour Meir Habib ou Chérif, etc. Mais il faut savoir que Meir Habib était élu parce que des quarts descendaient des colonies pour voter pour lui. C'est pas un secret, bon, j'ai pas antipas. Mais c'est la vérité. Ça sert à quoi ? Ça sert à envoyer des gens dans les colonies. Parce que Israël pense, voilà, ces gens-là, eux, ceux qui sont envoyés dans les colonies, pensent qu'ils vont faire le grand Israël, ils vont accomplir un certain nombre de soi-disant prophéties bibliques, mais les Talmudim s'en servent, le gouvernement israélien, eux, s'en servent parce qu'ils pensent que la stratégie leur permet d'être présents sur les terres de il leur permet de contrôler la Cisjordanie. Voilà, donc il y a l'espèce de leurre entre les deux, un espèce de
des jeux de dupes entre ceux qui vont dans les colonies et ceux qui veulent les contrôler. Il faut, si tu m'autorises un second point. Bon. Je t'y autorise, profites-en. Et ça permet à Netanyahou de pouvoir augmenter son assise électorale par question démographique. Parce que le seul moyen de socialiser les quartiers noirs, c'est le nationalisme religieux. C'est horrible, mais Israël est en train. Les quartiers noirs, les orthodoxes. Tu vois, Oui, non, parce que les falachas votent très à droite. Hein, les juifs falchois, les juifs ça votent à la droite. un truc qui est terrible en Israël, c'est que nous, nos claquettes de chaussettes, elle est filée. En Israël, les claquettes de chaussettes qui font 7 dos, je vous rappelle quand même que c'est en dehors de la bande de Gaza, la DPRC la plus lourde. D'accord? Mais elle est des fois plus lourde que Gaza, bien, sans qu'on plus. Et ben tous les mecs ont claquettes de chaussettes sont des extrême droite, mais Israël a raté. Et Bibi, la seule force de Bibi, c'est qu'il l'a compris. Il a donc rappordé 2 milieux de droite, qui fait qu'aujourd'hui, le parti travailliste israélien, c'est 4 députés à la Knesset. Donc on s'en C'est un parti historique. Et malheureusement, ça veut dire une chose, c'est qu'Israël va avoir des problèmes intérieurs plus qu'extérieurs. Je rappelle que dans l'équipe des ministres Rekel, il y en avait un qui veut faire intervenir les mathématiques dans un pays qui vit sur des startups technologiques. Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est langage secret hiéré. Donc c'est assumatoire d'essayer de les comprendre. Donc voilà ce qu'il va aussi gérer, Netanyahou. Il a pas eu que les gîtes les plus crados du palier. Je le fais tout de suite. Allez, le camarade, on va terminer. Vous avez signalé pour la Turquie le fait qu'il y avait donc ceux qui regardaient vers l'Occident, ceux qui regardaient d'abord par la mer. Vous avez entendu dire, et vous pouvez m'affirmer ou confirmer, que sur le vote électoral, Erdogan a l'air présidentielle en Turquie. C'est-à-dire les résidents, c'était 52 semblait 52-53%. Figure proche, il était plébiscité. En France, il a fait 70%. Et on a là. À peu près pareil. Ah bon? Et donc, du coup, c'est le paradoxe. En sachant en plus qu'en France, vous avez 40% d'immigration turque qui est kurde. Donc, ils ne votent pas pour lui. Donc, en fait, si vous habitez au Turc, on est à 80-90%. Sachant que les Kurdes ne votent pratiquement pas pour Erdogan, sauf une petite partie. Et donc, est-ce que ce phénomène, on n'est pas sûr, peut dire, radicalisation des diasporas, donc on entend aussi parler pour les diasporas et, enfin, si je peux dire d'ailleurs, pour les nationaux, pourquoi ils s'en répertent. Erdogan a dit clairement que l'assimilation était un crime contre l'humanité, et il a dit aux Turcs, surtout ne vous assimilez pas, ne vous intégrez pas, contrez-les comme ça. Il aurait tort de se gêner. Et il fait plusieurs, et les enfants. Et il aurait... Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit une fois. Je tiens une anecdote. J'avais mon ami qui était conseiller d'ambassade, rêvait de rencontrer Jean-Marie Le Pen. J'ai fait rencontrer Le Pen, et pourtant déjà avancé. Vous êtes turc. Comme dit Erdogan, 2 enfants, chez nous, 5 enfants. Et c'est pas une chose qu'il a dit, etc. Et Erdogan étant quelqu'un qui a intégré la démographie, et il aurait tort de se gêner, puisqu'on lui donne Merkel, Macron, tout le monde, lui donne toutes les cartes, en effet, pour gérer sa population turque. En plus, la population turque a une particularité, je connais bien cette population, très bien même, c'est qu'elle vit à sa façon, etc., que pour elle, la population maghrébine, c'est la population maghrébine, c'est-à-dire qu'au 7 siècle, on les a dominés, etc., il n'y a aucune raison que ça continue pas, etc. Parce que, faut dire que s'il y a vraiment des pays chez lesquels il y a une hiérarchie des races, c'est chez les Turcs. Voilà, c'est-à-dire que pour les Turcs, un Turc est un Turc et au-dessus un Arabe. Vous savez qu'Atatürk vous invite à lire la biographie chez Payard, Atatürk, une biographie intellectuelle. Le leitmotiv d'Atatürk, c'est Atatürk est persuadé que les Turcs étaient la race originelle de l'humanité, la première race, venant des Indo-Européens, etc. Et il passait son temps à examiner les crânes, comme le faisaient un certain nombre de spécialistes de biologie vous avez le siècle, etc. C'est-à-dire que les Turcs étaient une race particulière. Donc il y a du racialisme, du racisme, etc. Très fort dans l'idéologie turque. Hein. Et je crois que Titre du livre, Marixé. Atatürk, une biographie intellectuelle chez Fayard. Soit c'est Şençoblu, c'est écrit par un prof américano-turc de Princeton. Mais c'est facile. Et vous verrez notamment tous les accords d'Atatürk, notamment il a utilisé même le marxisme à la laïcité française, mais en fait, sur sa véritable idéologie,
étymologie de racisme biologique. Il y a le rôle de Fabrice Monnier aussi. Très bien, Je peux vous dire que dans la population turque, alors la question palestinienne est du corps un petit peu, etc. aujourd'hui, mais c'est la question palestinienne, mais ensuite, ça s'arrête là. Oui, j'ai une question assez détaillée complète sur est-ce que Jésus. Est-ce que la réalité confessionnelle de Liban Superposable à une lecture de classe. Peut-être un peu d'astre. Non, pourquoi ? Parce que dans chaque communauté, en fait, vous avez à l'origine, toutes les communautés sont très féodales. Vous avez un système féodal qui existe au Liban. Et alors, il existait chez les chrétiens. Et chez les chrétiens, il a été plus renversé parce que vous avez notamment des villes qui sont développées, une moyenne bourgeoisie qui s'est développée, donc qui a échappé. On échappe à la féodalité. Ce qui a démantelé la féodalité en France, c'est l'émancipation des villes. C'est-à-dire que les chartes d'émancipation ont amené la féodalité. Ensuite, il y a eu l'action des rois. L'émigration dans les villes des maronites, des grecs orthodoxes, des sullites notamment, les a fait échapper. Ce qui fait qu'on a une féodalité qui est restée très forte. Alors là, c'est le paradoxe chez les chiites. Jusqu'à l'arrivée d'Amal et surtout du Hezbollah, là on avait quand même les populations les plus pauvres et les féodaux les plus nantis, c'était chez les chiites. Les Assad avec deux A, les Shamseddin, etc. Les grandes familles chiites étaient de grands bons. Ensuite, il y a eu le Hezbollah révolutionnaire qui a balayé tout ça. Mais en fait, on ne peut pas voir ça en termes sociaux. Il n'y a pas. Alors, c'est sûr que le monde Libération, dans les années 70, disait que le chrétien était un dominant et le musulman un dominé. C'est totalement faux. C'est totalement faux. La fortune, les plus grandes familles, des familles les plus riches nous donnent, c'était les familles sunnites, notamment de Beyrouth, etc. Les familles Salam, etc., de Beyrouth, eux qui contrôlaient le commerce, etc. Je rappelle que l'islam n'est pas anti-libéral. L'islam, c'est la libération. C'est même écrit dans le Coran, alors il nous encourage à faire des affaires, etc. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de couple. Pour moi, l'islam ne peut pas être marxiste. Oui, alors il y a l'islam révolutionnaire, qui est à mon sens une espèce de contresens aujourd'hui. Mais l'islam, c'est la religion de la liberté économique. Je rappelle que l'Arabie Saoudite, officiellement, dit que le pétrole est un don d'Allah. C'est pas pour rien que le pétrole a possessé, c'est pour donner la richesse, la prospérité. N'oubliez jamais que Mahomet est un commerçant, est un homme de commerce, et que la première chose qu'il a faite, c'était de faire exploser les frontières intérieures, les péages et les paiements en Arabie Saoudite. Quand il a pu quitter l'Arabie Saoudite, la conquête islamique et ils assument une dette fiscale aussi. L'islam, c'est la religion des libéralistes, c'est pas la religion des marxistes. C'est vrai, par contre, c'est leur problème du capitalisme, le temps de l'usure. Ils ont un problème de l'usure théorique, on va. L'usure, alors l'usure est prohibée, pourquoi? L'usure est escroque, mais alors l'usure est prohibée. On a cherché à comparer notamment avec les chrétiens. Pourquoi? Parce que l'Église prohibait, mais pas l'usure, le fait à intérêt. Le prélèvement à l'intérêt était sur quoi? Parce que vous n'avez pas l'argent sur l'argent, que c'est du projet. En islam, il y a ça, c'est sûr. Parce qu'il y a en effet une espèce, il dit ça, mais tu me rends une religion très rigoriste. Il y a ce qui est haram, mais ce qui est halal, etc. Et ce qui est autorisé, en effet, c'est une forme d'affaires de commerce. Mais il y a également autre chose. C'est que la Moudaraba, les sociétés islamiques, sont en fait des sociétés d'apport en capital au passif. C'est-à-dire qu'en fait, en islam, lorsque... Ça fait penser à cette phrase de Balzac, devoir et sans encore s'appartenir. Ça permet également une relation de domination en économie. La Moudaraba. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet ces relations, en effet, peut-être héritées des liens familiaux qui sont très forts en islam. L'islam, c'est la religion de la famille, etc., de la famille large, etc. Et ces relations de dépendance économique, à mon avis, ont expliqué que l'islam a substitué au prêt intérêt ce qu'on appelle la Moudaraba, la société d'apport au passif. C'est en fait, l'apporteur va dominer celui qui a investi, etc. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.